Donc, en tout cas, merci. Merci, comme je vous le disais, merci de votre présence, merci sur cette session. C'est aussi l'occasion de pouvoir aborder, donc bien évidemment, on va aborder la compréhension et les mécanismes profonds qui agissent d'un point de vue neurologique et cognitif dans la mécanique décisionnelle, dans la réponse comportementale, dans la réponse émotionnelle. Essayer de comprendre finalement comment l'individu perçoit son environnement, comment il se le représente, comment il affecte de la valeur, comment en découlent les réponses comportementales, les réponses émotionnelles. Au-delà, on va le voir, au-delà de la méthode empirique et de l'empirisme qui était nécessaire. Hop, je vais me permettre de muter un micro. Voilà. Donc surtout, n'hésitez pas, même si on est nombreux, n'hésitez pas à activer vos micros, à poser vos questions. C'est un moment d'interaction et c'est ça qui fait que, pour le coup, les initiations sont sympas. Et on va de suite rentrer dans le vif du sujet. Ah oui, non, j'ai une obligation légale avant. Le modèle de BMO, donc l'approche que j'ai développée depuis bientôt 20 ans, est protégée dans les 164 pays membres signataires de l'OMC. Je n'ai aucun problème à ce que vous l'enregistriez. Je sais qu'il y a des logiciels qui permettent d'enregistrer tout ça. J'ai aucun problème à ce que vous fassiez des captures d'écran. J'ai aussi aucun problème si jamais il y a certains schémas, certains modèles que vous souhaitez reprendre pour des conférences, des écritures, des présentations, des formations. Ça ne me dérange absolument pas. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'avant, vous m'envoyez un mail, tout simplement pour me dire, bah, tiens, je souhaiterais utiliser ça dans tel contexte. Et moi, derrière, je vous envoie un mail de confirmation d'usage derrière, tout simplement parce que le modèle est protégé. Donc voilà, cette petite obligation légale étant passée, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Ma vie, mon œuvre, on en passe. J'avais oublié qu'il y avait cette slide. Ma vie, mon œuvre, on passe, on verra plus tard. Ce qui est plutôt, et puis ceux qui souhaiteraient avoir plus d'informations sur comment j'en suis arrivé là, comment a été développé le modèle de BMO, comment est-ce que j'ai acquis ces connaissances en neurosciences, en sciences cognitives, etc. J'y répondrai avec grand plaisir. Mais je préfère qu'on se concentre. On a 2 heures ensemble. Je préfère qu'on se concentre sur la transmission de la connaissance que plutôt passer une demi-heure à vanter ce que j'ai pu faire. C'est pas le but de cette session. La seule chose éventuellement qui est intéressante à savoir, c'est que l'approche de BMO, ce que je vais vous transmettre, est née il y a presque 20 ans. Puisque la genèse de BMO s'est faite à ce moment-là. J'ai passé 12 ans à l'utiliser d'abord à titre personnellement, à l'utiliser personnellement à titre professionnel, avant de décider de me sédentariser, notamment avec la naissance de mes 2 filles, arrêter de passer 250 jours par an dans les avions et me poser. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé de poser le modèle sur le papier, de rentrer dans une logique de transmission. Donc BMO, l'académie de BMO existe depuis 2015 et aujourd'hui je m'attarde effectivement à transmettre ce modèle-là. Aujourd'hui, la communauté de BMO compte à peu près 450 praticiens et maîtres praticiens. Donc voilà. Mais après, pour tous les détails, etc., je répondrai à toutes vos questions avec grand plaisir. Mais à mon sens, ce n'est pas l'objet de ce que vous êtes venu rechercher ici aujourd'hui. Et donc, comme je vous le disais, pour entrer directement dans le sujet, on va y arriver. Est-ce que vous avez une idée du nombre de décisions que nous prenons en moyenne par jour? Je vous laisse activer au micro. Faites vos jeux. Qui se lance? Qui donne un 40 premier 000. chiffre? J'ai 40 000 pour Fatima sur ma gauche, dans l'ordre d'affichage. Qui dit plus, qui dit moins? Moins. Moins. Combien? Je sais pas, ouais, peut-être 10 000 déjà, c'est pas mal. 10 000, c'est déjà pas mal. Qui dit plus, qui dit moins? Moi, je dis plus. Plus. Vas-y, Brigitte. Beaucoup plus. Beaucoup plus? Ouais. Qui pose un chiffre? Je vous laisse faire vos paris. C'est bien, ça doit, je sais pas. On est dans un cadre général, Général. professionnel, en Professionnel. voiture, partout, quoi. Parce que tous les Partout. jours, on prend. D'accord. Plus de 50 000. Plus de 50 000. On joue au-dessus, on joue en dessous. Je devrais faire. 3 000. Combien, Joseph? 3 000. 3 000. J'ai 3 000. Vous remarquez à quel point on a une disparité énorme potentiellement dans les réponses? Eh bien, pour le coup, la bonne réponse, selon les études, sont de environ 35 000. Notre cerveau prend en moyenne 35 000 décisions par jour. Alors, c'est une moyenne, hein, il y a des contextes qui vont nous pousser à devoir prendre plus de décisions, et puis il y a d'autres environnements où on va en prendre un petit peu moins. Mais en moyenne, notre cerveau est obligé de prendre 35 000 décisions par jour. Donc, la mécanique décisionnelle est véritablement au cœur de tout ce que nous faisons. Et c'est pour ça que c'est important de travailler sur la mécanique décisionnelle, parce que c'est ce qui sous-tend toutes nos approches, toutes nos décisions, toutes nos réponses comportementales, toutes nos réponses émotionnelles, tous nos modèles empiriques sont fondés sur la mécanique décisionnelle. Tout ce que vous avez autour de vous
est lié à vos décisions et ou à celles d'autrui. À chaque fois qu'un objet a été créé, il a été le fruit de plusieurs décisions et de plusieurs interlocuteurs. Ce qui vous arrive autour de vous, on ne maîtrise pas ce qui nous arrive, mais on peut maîtriser notre façon d'y réagir. N'empêche que dans tous les cas, c'est le fruit de différents mécanismes décisionnels. Et prendre conscience déjà que la décision est au cœur de tout ce qui nous arrive est déjà un élément essentiel, extrêmement important. Hop. Donc, ce qui m'amène finalement à vous dire que comprendre et maîtriser les processus décisionnels, c'est agir sur l'origine de tout ce qui nous entoure. Alors, ces processus décisionnels, jusqu'à aujourd'hui, ils ont été extrêmement complexes, finalement, à aborder. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a quelques années, éventuellement 1-2 décennies, on n'était pas capable on n'avait pas les moyens de comprendre comment notre cerveau fonctionne précisément dans cette mécanique décisionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? On est obligé de faire de l'empirisme, comme n'importe laquelle de nos approches. Qu'est-ce que c'est que l'empirisme? C'est que je teste quelque chose, je mets un individu dans un contexte, et je regarde de façon récurrente la façon dont il va réagir. Et donc, je vais modifier des variables du contexte pour finalement réussir à trouver une récurrence. Et parce que j'arrive à trouver une récurrence dans la façon dont il réagit, eh bien alors je vais pouvoir définir un modèle. C'est ce qu'on appelle de l'empirisme. Pourquoi est-ce qu'on était obligé d'agir comme ça jusqu'à maintenant? Tout simplement parce qu'il nous manquait un chaînon qui était le chaînon entre le contexte, la façon dont le cerveau de l'interlocuteur va traiter le contexte et la réponse qu'il va amener. Donc, on était capable d'agir sur le contexte, on était capable de comprendre ou d'analyser la réaction, mais on n'était jusqu'à maintenant pas capable de pouvoir comprendre comment c'était traité dans le détail. Et c'est ça l'énorme explosion qu'on a aujourd'hui dans les neurosciences ou dans les sciences cognitives, c'est que la technologie aujourd'hui nous permet de pouvoir analyser concrètement finalement ce chaînon manquant, comment est-ce que le cerveau perçoit l'information, comment il se le représente, comment opère la mécanique décisionnelle et les réponses comportementales et émotionnelles qui en découlent. Et donc, ça nous permet aujourd'hui, alors pour le coup, moi je l'ai modélisé sous une forme d'inéquation, donc vous allez comprendre au cours de cette initiation pourquoi est-ce qu'on parle d'une inéquation. Grâce à cette inéquation, les variables ne sont pas des variables mathématiques, mais sont des variables neurologiques et cognitives. Et ça nous permet véritablement, pour le coup, d'avoir une approche scientifique de modèles empiriques. Alors attention, je ne suis absolument pas en train de critiquer l'empirisme. Au contraire, l'empirisme nous a permis de faire des choses assez extraordinaires. Mais le fait de pouvoir comprendre ce qui sous-tend nos approches empiriques, ce qui sous-tend nos approches expérientielles, ce qu'on a appris par notre expérience, ce qu'on a testé finalement dans notre vie, ou ce qu'on va faire tout simplement de façon intuitive, ça nous permet de pouvoir comprendre au cœur la mécanique même de ce qui opère dans certains contextes et pourquoi ça n'opère pas dans d'autres. Et c'est ça que je vais essayer de vous apporter aujourd'hui, de vous donner une vision aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui sous-tend tout ce que nous faisons. Et aujourd'hui, grâce aux neurosciences, aux sciences cognitives, cet énorme travail de recherche qui a été fait, on en a les moyens et c'est ça que je vais essayer de vous transmettre aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions déjà jusque-là? Non. Non? Tout Non. est bon pour tout le monde? Oui. Ouais? Super. Donc, on peut avancer. Est-ce que vous vous rappelez du moment où vous avez pris la décision de suivre cette initiation? Prenez quelques instants et essayez de vous rappeler du moment où vous vous êtes dit « C'est qui ce Gugus? Qu'est-ce qu'il fait, lui ?» Ouais, tiens, ces questions ont l'air intéressantes. Ça n'a pas l'air si débile ce qu'il raconte. À minimum, on va aller voir. Vous vous rappelez tous à peu près de ce moment-là? C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Ok. Donc, normalement, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que vous êtes créé une représentation. Vous êtes créé une représentation de, finalement, qu'est-ce que c'est que cette initiation? Vous y avez pensé. Alors, cette représentation, elle est nourrie certainement de votre expérience. Vous avez peut-être déjà suivi d'autres visioconférences, d'autres conférences. Vous avez peut-être lu aussi des bouquins sur les neurosciences. Vous avez peut-être aussi suivi, pour certains d'entre vous, des posts assez réguliers que je peux faire. Vous avez peut-être quelqu'un qui vous a parlé de cette initiation ou de la formation BMO et vous avez dit, tiens, ça serait peut-être pas mal. Toujours est-il, vous avez créé une représentation de ce que potentiellement vous pourriez attendre de cette initiation. Pour le coup, derrière, vous avez analysé cette représentation et vous vous êtes dit, bon, aujourd'hui, il fait gris, je ne vais pas aller à la plage. Je vais accepter de m'enfermer 2 heures pour aller écouter ce Gugus parler. Et donc, vous avez pris une décision. C'est à ce moment-là que vous avez pris la décision de venir vous inscrire. Hop, je vais mettre les personnes qui nous rejoignent. Voilà. Et même derrière, il est fort possible que vous ayez rationalisé cette décision. C'est-à-dire que d'ailleurs, vous vous êtes dit, ah bah tiens,
sera peut-être l'occasion, enfin, de savoir, OK, on parle d'intelligence émotionnelle, mais qu'est-ce qui sous-tend les émotions? On parle d'engagement client ou d'engagement salarial, mais finalement, qu'est-ce que c'est que l'engagement? Vous avez peut-être dit aussi, l'acte d'achat, d'accord, mais qu'est-ce que c'est que la prise de décision d'achat, etc., etc. Il y a peut-être des rationalisations qui se sont créées derrière, des raisons, qui plus est, qui sont venues renforcer votre décision. On est bien d'accord aussi que tout ça, vous l'avez fait parfaitement consciemment, vous avez conscience d'avoir pris la décision de participer à cette initiation. C'est bon pour tout le monde? Oui. OK. Donc jusque-là, rien de nouveau sous les tropiques. J'entends rien, Clément, je suis avec les écouteurs. Hop, François, je vais me permettre de désactiver le micro. Hop là, voilà. Donc, vous êtes bien d'accord que voilà, tout ça, c'est opéré consciemment. Sauf qu'il y a un petit problème quand même là-dedans. Comme on vient de le voir juste à l'instant, on prend en moyenne 35 000 décisions par jour. Sincèrement, vous avez vraiment l'impression 35 000 fois par jour, avant de prendre une décision, de vous créer une représentation, de l'analyser, de décider et de rationaliser? Moi, personnellement, clairement, je ne le fais pas. Parce que 35 000 fois par jour, je n'aurais tout simplement pas le temps. Et ça nécessiterait un effort, une énergie cognitive absolument démesurée. Et bien évidemment, on ne le fait pas. Alors en fait, ça va loin. C'est que 99,74% de nos décisions sont directement prises par notre cerveau sans même qu'on en ait conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 99,74% des décisions, j'ai même pas mon mot à dire. Or, la grosse problématique qu'on a sur la mécanique décisionnelle, si on reste juste concentré sur la mécanique décisionnelle, c'est que vu qu'on l'a travaillé de façon empirique, hop, je me permets de désactiver, j'ai un écho. Voilà, hop. C'est que vu qu'on a travaillé jusqu'à maintenant la mécanique décisionnelle de façon empirique, eh ben, on ne pouvait traiter que les flux entrants et les flux sortants. Et donc finalement, on a défini un modèle de compréhension de la mécanique décisionnelle qui ne représente que 0,26% de nos décisions. La mécanique décisionnelle, en réalité, n'a rien à voir avec le fait de se représenter les choses, de les analyser, de décider, de rationaliser. En réalité, ça vient bien au-delà. Et quand je vous dis bien au-delà, c'est qu'à la limite, on pourrait se rassurer en se disant, au moins, dans 0,26% des cas, c'est moi qui décide. Je vous laisse savourer encore cette illusion quelques instants. Par contre, excuse-moi, Guillaume. Oui. Sur la notion des décisions prises par notre cerveau, elles sont, je suppose, mises dans certaines cases par rapport à l'importance, non, du... Alors effectivement, on Donc va c'est voir. C'est pour ça que nous, il retient que 0,24 ou 0, je sais plus 26. combien, ouais, 0,24, 26, de décisions importantes en fait. Complètement. Mais Okay. qu'est-ce que c'est que cette notion d'importance? Ouais. Est-ce Qu'est-ce qu'on lui qui donne de définit? l'importance ou pas? Oui, mais qu'est-ce que c'est que l'importance? Comment, neurologiquement parlant, biochimiquement parlant, mon cerveau encode l'importance? Pourquoi? Parce qu'on pourrait se dire juste, c'est d'un point de vue cognitif, c'est important. Oui, mais important, ça ne veut rien dire dans l'absolu par rapport à une mécanique. C'est une étiquette qui nous permet de patcher quelque chose qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce que c'est que la valeur d'une chose? On peut se dire, bah, ça a de la valeur, ça n'a pas de valeur. Oui, mais c'est un patch où on ne comprend pas derrière ce qui définit la valeur d'une chose. C'est d'ailleurs un énorme casse-tête depuis des siècles. Alors, bonne nouvelle, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ça fait des siècles qu'on se casse la tête sur qu'est-ce qui définit la valeur d'une chose, la valeur d'usage, la rareté, l'offre et la demande, qu'est-ce qui définit la valeur d'une chose. Aujourd'hui, on patchait parce que, c'est-à-dire qu'on crée une étiquette, un modèle qui patchait une incompréhension. J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'à la fin de l'initiation, vous saurez enfin ce que c'est que quelque chose d'important pour notre cerveau. Vous saurez enfin ce qui définit véritablement la valeur d'une chose pour notre cerveau. Et pourquoi un individu affecte une certaine valeur à une chose et pas un autre. Ou pourquoi un même individu, en fonction de l'heure, du moment de vie ou n'importe quoi, va affecter une valeur différente aux choses. Aujourd'hui, on est capable de comprendre, biochimiquement parlant, ce qui définit la valeur d'une chose pour un sujet. Et alors pour le coup, désolé, j'ai F pour Frédéric, François, Monsieur Dupré, F Dupré. Oui, c'est ça, Franck. Franck, pardon, désolé, parce que j'ai juste le F. Donc Franck, pour le coup, effectivement, je te rejoins totalement. Ça va être l'importance d'une décision qui va faire qu'elle va devenir consciente ou pas. Et on va voir maintenant ensemble, on va aller au-delà et comprendre ce que c'est qui définit l'importance d'une décision. Donc on va vraiment pousser, on va venir pousser loin. Donc ce que je vous disais là, pour le coup, c'est que
même si éventuellement dans 0,26% des cas, on a l'illusion de décider, eh bien depuis mars 2019, on est capable en laboratoire de pouvoir mettre un sujet sous IRMF. Donc c'est un espèce d'énorme scanner qui tourne en rond, qui nous permet de pouvoir analyser en live l'activité cérébrale. Eh bien en faisant ça, on est capable de pouvoir prédire jusqu'à 11 secondes à l'avance la réponse d'un sujet avant qu'il en ait conscience. Donc on va le mettre sous CRMF, on va venir lui poser une question, à choix multiple, et jusqu'à 11 secondes avant qu'il ait conscience de la réponse qu'il va fournir, on est déjà capable de la prédire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si dans 0,26% des cas, j'ai conscience de la décision que je dois prendre, dans tous les cas, dans 100% des cas, mon cerveau a décidé avant moi. Alors, j'ai besoin de résoudre un tout petit problème. Quand je dis c'est moi qui décide ou c'est mon cerveau, ça peut faire un peu schizophrénique. C'est pas que je considère qu'on est deux dans mon cerveau, bien qu'en réalité, j'ai l'impression qu'on soit beaucoup plus nombreux dans le mien. C'est surtout qu'il y a une dichotomie entre une toute petite partie de mon cerveau qui se situe ici dans le néofrontal, en fait, à quelques centimètres dans le prolongement de mon doigt, qui a conscience d'exister. C'est une toute petite partie dans le néofrontal qui sait qu'il existe. Cette toute petite partie est quand même le seul organe qui a été capable de se nommer. C'est cette petite partie qui a conscience d'exister et qui a décidé qu'elle s'appellerait cerveau. Mais la mécanique décisionnelle, elle ne tient pas juste dans cette toute petite partie, elle tient dans la totalité de notre cerveau. Or, cette toute petite partie qui a conscience d'exister est persuadée d'être le tout. Et c'est là qu'on arrive à la fracture entre le conscient et l'inconscient. C'est cette dichotomie entre la partie de notre cerveau qui a conscience d'exister et tous les mécanismes inconscients qui sont sous-tendus derrière, qui sont exogènes à cette toute petite partie. Si vous voulez toucher du doigt, il y a une petite expérience que j'aime bien faire, une petite prise de conscience que j'aime bien faire. Si vous voulez toucher du doigt la frontière entre les deux, vous êtes d'accord? On se parle en permanence dans notre tête, ce qu'on appelle le discours intériorisé. Quand, par exemple, vous êtes venu vous connecter, dans votre tête, vous étiez certainement en train de vous dire « Alors, il est où le lien de connexion? Je suis certain que j'ai reçu un mail. Tiens, ça, c'est pas synchronisé avec l'agenda. Non, ça, c'est pas ça, ça, c'est pas ça. » On se parle dans notre tête. Donc, on a une voix dans notre tête. Alors, rassurez-vous, c'est normal d'avoir cette voix dans votre tête, à la condition que ça soit votre voix. Si ce n'est pas votre voix, on pourra en parler. Mais tant que c'est votre voix, tout va bien. Est-ce que vous avez déjà réalisé à quel point c'est bizarre de se parler? C'est-à-dire qu'on est à l'origine d'un message, mais qu'on a besoin de se le verbaliser pour savoir ce qu'on voulait se dire. Essayez de vous parler dans votre tête, coupez cette voix, et si vous voulez savoir ce que vous vouliez vous dire, vous êtes obligé de remettre le discours en place. Tant que vous n'avez pas évoqué verbalement les mots, vous ne pouvez pas savoir ce que vous vouliez vous dire. C'est aussi tordu, entre guillemets, que de s'écrire un texto, de se l'envoyer, et tant qu'on ne l'a pas ouvert, on ne peut pas savoir ce qu'on voulait se dire. Eh bien, elle est là, la frontière entre le conscient et l'inconscient, si on reprend cette théorie-là. En tout cas, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'intention du message qu'on veut se donner, la phrase qu'on veut s'évoquer, donc l'intention qui la sous-tend, elle est en dehors de cette zone du cerveau. Mais pour que cette zone puisse avoir conscience de ce qu'on voulait se dire, il faut que ça rentre dans cette zone. Et le seul moyen qu'on a pour que ça rentre dans cette zone, c'est de créer une représentation de ce qu'on voulait se dire. Donc, c'est de verbaliser la pensée. Ou éventuellement, on a des artefacts, on peut la passer en image. Toujours est-il, il va falloir qu'on lui donne une représentation. Faute de quoi, je ne peux pas avoir conscience de ce que je voulais me dire. Eh bien, elle est là, cette dichotomie. C'est-à-dire que l'intention décisionnelle, elle est en dehors de cette zone. Mais pour que je puisse en avoir conscience, il va falloir qu'elle passe dans cette zone. Et la seule partie qui va passer dans cette zone, ça ne correspond qu'à 0,26% de nos décisions. C'est clair pour tout le monde, ce schéma-là? C'est un peu touchy. Alors, je vous préviens, oui, j'ai oublié de vous prévenir avant l'initiation, je viens chambouler pas mal de modèles ou de représentations. Donc, il y a pas mal de choses qui vont venir un peu chahuter. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Et si jamais vous êtes perdu, vous savez finalement plus qui vous êtes, mon meilleur ami est psychologue clinicien. J'ai sa carte de visite à votre disposition. Il n'y a pas de souci, tout est prévu. Toujours est-il, voilà, la dichotomie entre le fait que ce n'est pas moi qui décide, c'est-à-dire qu'en réalité, la mécanique décisionnelle se
petite zone du cerveau n'est impliquée que dans 0,26% des décisions. Okay, on va aller un peu plus loin. Du coup, on comprend que dans la partie inconsciente, les décisions en réalité sont prises dans la partie inconsciente, celle qui échappe à cette petite zone-là, et qu'elle peut être activée jusqu'à 11 secondes avant même qu'on en ait conscience. Dans 0,26% des cas, elle va passer par cette zone et donc j'aurai conscience des décisions que je vais prendre. Et éventuellement, je dis bien éventuellement, dans certains cas, je vais avoir un pouvoir d'influence dessus et on verra ce qu'il détermine. Sinon, dans 99,74% des cas, ça contourne ma conscience, c'est directement rationalisé et intégré dans ma représentation quotidienne. Il y a une autre donnée qui est importante aussi à avoir en tête. C'est que le cerveau perçoit et affecte de la valeur aux informations en 230 millisecondes. Donc, bien évidemment, bien avant qu'on en ait conscience. Okay, en 230 millisecondes, on n'a pas le temps d'avoir conscience de ces mécanismes-là. Ici, dans cette phrase, je lâche un mot qui est essentiel si on veut comprendre la mécanique décisionnelle. C'est que le cerveau perçoit les informations. Et donc, de fait, j'ai une différence entre la perception et la représentation des informations. Cet écart est énorme. La mécanique décisionnelle, la vraie mécanique décisionnelle, elle est fondée sur le système perceptif. La conscience que j'ai de mes décisions, dans 0,26% des cas, est fondée sur la représentation que j'ai des informations perçues. Du coup, quelle est la passerelle entre les deux et quelle est la différence entre la perception et la représentation? C'est une première prise de conscience absolument fondamentale. Hop, j'ai quelqu'un qui nous rejoint. J'espère que la personne va réussir à suivre. Donc, quelle est la différence entre perception et représentation? Qu'est-ce que vous voyez? Si on prend d'abord l'image de gauche. Qui voit quoi? Moi, je vois une femme avec un bonnet. Elle est jeune ou elle est âgée? Elle est jeune. Elle est jeune? Allez, Est-ce que âgé, tout- moi, je pense. Elle est âgée. Jeune et âgé, il y en a deux. Jeune et âgé. Il y en a Est-ce qu'il y en deux. a qui voient que la jeune personne? Non, j'ai l'impression de voir un œil à la place de l'oreille. Moi, je vois qu'une jeune personne. Une jeune personne? Est-ce qu'il y en a qui voient qu'une vieille personne? Moi, je vois une vieille personne. Vieille personne. Ok, alors je vais vous donner la solution dessus. Effectivement, c'est pas soit l'une, soit l'autre, c'est effectivement les deux. Je vous le donne. Si je prends la jeune personne, elle est de 3/4 de dos. On a un bonnet, on a des cheveux, ça c'est son oreille. Ici, on a le front, on voit la pointe des cils, la pointe du nez. Ici, on est sur la joue, la mâchoire. Hop, on a le cou et le ras du cou. Ok. Hop, je me permets de désactiver un micro qui part en écho. Voilà. Si je prends la vieille personne, la vieille dame, en fait, elle est de profil. Elle est parfaitement de profil. Pour le coup, j'ai toujours le chapeau, j'ai des cheveux. Ici, j'ai les rides. Et ça, pour le coup, c'est l'œil. L'œil avec la paupière, la pupille, hop, et les rides des yeux ici. Ici, j'ai son front. J'ai un gros nez avec un bouton sur le nez, une grosse narine, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, le menton. Et ici, j'ai toutes les rides. C'est bon pour tout le monde? Ah Est-ce ouais, que vous arrivez bien à voir les deux? ouais, complet, ouais. Oui. Ouais. Mm. Ok, ça c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, qu'est-ce que vous voyez à droite? Bah, du coup, un bébé avec un chien, un garçon avec un chat et un garçon avec un lapin. Alors, il n'y a qu'un garçon? Il y a deux jeunes, en fait. Il y a deux Ah oui. personnes. Mm. Exactement. Ici, de prime abord, on voit un chien, un chat, un lapin. Mais on peut le voir différemment. Moi, je vois Si- pas ça. Moi, je vois deux jeunes, mais quelque part avec une fenêtre ouverte. Il y a le nourrisson, il y a l'adulte. Alors, exactement. Alors, pour le coup, une fois qu'on a réussi à se détacher des personnes qui le composent, ici, on a la silhouette. Alors, pour le coup, ici, on a la silhouette du chien avec le museau, la bouche, les oreilles. Le corps, il est certainement assis et les deux pattes avant. Ici, on a le chat avec les oreilles, la tête, la bouche, le corps du chat. Et ici, le cou du chat, la nuque, le dos en arrondi. Et ici, on a le lapin avec les oreilles. Ici, la pointe de museau, le corps. On voit un bout de patte ici ou la queue qui dépasse, etc. Ou alors, on peut voir le visage d'une femme. Ici, visiblement, elle a un haut.
Ensuite, ici, il y a une tête de bébé, une main de bébé, et je vois ses jambes ici, et la tête d'un jeune homme ici. Ok. Qu'est-ce qui est important et pourquoi je vous demande ces exemples? C'est parce qu'on a un flux unique de perception. Les informations visuelles qui rentrent dans votre cerveau sont uniques. Mais votre cerveau a la possibilité de se créer 2 représentations. Soit il peut se créer une représentation d'une vieille dame, soit il peut se créer une représentation d'une jeune fille. Soit il peut se créer la représentation d'un chat, d'un lapin, soit il peut se représenter des couples ou des couples avec enfants. À un flux de perception unique, plusieurs représentations. D'ailleurs, pour l'exemple de la vieille dame, je m'amuse assez régulièrement en conférence à m'amuser à faire l'expérience. Avant de balancer l'image, pendant 2-3 minutes, si je veux que les gens voient la vieille dame, pendant 2-3 minutes, je vais parler de gériatrie, de personnes âgées, de maisons de retraite, de fauteuils roulants, de déambulateurs, de tout ce qu'on peut imaginer dans l'imaginaire de la vieille dame. Et au moment où je vais afficher l'image, j'ai à peu près 90% de la salle qui ne voit que la vieille dame au départ. À l'inverse, si je veux qu'ils voient d'abord la jeune fille, pendant 2-3 minutes, je vais parler de cordes à sauter, de balançoires, de jeux de jeunes filles, etc., etc. Tout le champ lexical qu'on peut imaginer, qu'on peut associer à une jeune fille. Et dans 90% des cas, les gens vont d'abord voir la jeune fille avant de pouvoir voir la vieille dame. Qu'est-ce que ça nous apprend, cette petite expérience? C'est qu'il y a une énorme différence entre le flux de perception qui est unique et les différentes représentations que peut s'en faire mon cerveau. Mais du coup, est-ce que c'est une vieille dame ou une jeune fille? C'est ni une vieille dame, ni une jeune fille. Ce que vous nommez réel n'existe pas. Alors ça, c'est la plus grosse prise de conscience. Qu'est-ce que c'est que la réalité? Absolument personne ne peut vous le dire. Ce qui est certain, c'est qu'en tant qu'individu, on baigne dans un flux d'informations énorme. Mais notre cerveau, lui, qu'est-ce qu'il perçoit? Il ne perçoit que des influx électriques. Notre cerveau n'a aucune idée de ce à quoi ressemble, entre guillemets, le monde réel. Notre cerveau, il commence à se développer à 5 semaines de grossesse aménorrhée, donc dans le ventre maternel. Okay. Ensuite, à la naissance, il est déjà pris dans la boîte crânienne. Or, notre cerveau, qu'est-ce qui se passe? Il est entre nos 2 oreilles, il baigne dans un liquide qu'on appelle le liquide céphalorachidien. Autour de ce liquide céphalorachidien, il y a les méninges. Ensuite, il y a de l'os. Ensuite, il y a de la peau. Et beaucoup d'entre vous, vous avez rajouté des cheveux. Bizarre, mais vous avez rajouté des cheveux. Toujours est-il, mon cerveau est complètement coupé du monde réel. Il ne sait pas à quoi ressemble le monde réel. Il est complètement dans le noir, enfermé dans sa boîte crânienne. Et à aucun moment, il n'a pu avoir d'emprise avec le monde réel pour savoir à quoi il ressemble. La seule et unique chose que reçoit mon cerveau, ce sont des influx électriques envoyés par mes sens. D'où viennent ces influx électriques? Ils viennent, donc certes de mes sens, mais qu'est-ce qui est venu stimuler mes sens? C'est un énorme bain d'informations dans lequel on est. Mais mon cerveau, ok, c'est bien beau, il est venu capter une toute petite partie, d'ailleurs, de ces informations dans lesquelles on est en bain. Il les a transformées en influx électriques, il les a envoyées à mon cerveau, mais mon cerveau va bien falloir qu'il crée une représentation de ces influx électriques. Mais la représentation, est-ce qu'elle est fidèle au réel? Comment elle pourrait l'être? Mon cerveau n'a aucune idée de ce à quoi ressemble le réel. Je vais peut-être vous donner un autre exemple qui est assez concret. Si vous regardez derrière moi, on voit du bleu, un bleu clair, du jaune, je ne sais pas trop ce que c'est, je suis un homme, du violet, je sais nommer cette couleur, du violet, du rouge. Je les perçois, je me les représente ces couleurs. Mais par exemple, je sais que dans le monde réel, la couleur n'existe pas. La couleur est une pure création de mon cerveau. La seule chose qui existe dans le monde réel, ce sont des ondes lumineuses à différentes fréquences. Donc, qui vont être perçues différemment par ma rétine, transformées par les cônes et la cornée, puis envoyées en signaux électriques dans mon cerveau. Et mon cerveau, pour mieux appréhender l'environnement dans lequel on est, va avoir inventé un code couleur pour mieux appréhender l'environnement. Par exemple, pour mieux repérer des cerises dans un cerisier. Pourquoi? Parce que mon cerveau s'est développé à travers des millions d'années d'évolution. Et plus vite je vais appréhender mon environnement, plus vite je repère un danger, et plus vite je vais pouvoir trouver des sources de nourriture. Éviter les confusions. Donc j'accrois mes chances de survie. Mais c'est un Mais la code couleur est une pure universel création au du cerveau. final.
Et c'est toute la question. Scientifiquement, en fait, on n'a jamais réussi à prouver que deux personnes voyaient la couleur de la même manière. Parce qu'on n'a rien qui nous permet de pouvoir représenter la couleur d'une personne. Donc, si ça se trouve, ce que moi je perçois en vert, toi tu le perçois en bleu, sur quelque chose qui s'approcherait du bleu. Mais comme depuis la naissance, ce que toi tu perçois en bleu, on te l'a toujours nommé vert, bah du coup, tu appelles ça vert. Le problème, c'est la façon dont on l'a étiqueté à la naissance. À la seconde, on a posé une référence par rapport à un stimuli. Donc, ça se trouve, on perçoit tous les couleurs de façon très différente, mais ça, on ne peut pas le prouver. On n'a rien qui nous prouve qu'on perçoit les couleurs de manière différente. En revanche, on peut prouver qu'on perçoit les notions de contraste de la même manière, ou les notions de brillance, ce genre de choses. Les fluctuations, en tout cas. Les variations, on les perçoit de la même manière. Par contre, comment notre cerveau l'interprète, le représente, aujourd'hui, on n'a aucun moyen de pouvoir constater une différence ou constater une similarité pour le coup. Et on a tenté, je ne sais pas combien d'expériences, mais à chaque fois, il y a des vices de procédure qui font que ça ne tient pas. Mais ce qui est surtout important, c'est vraiment de prendre conscience que finalement, ce que j'appelle téléphone portable, ce n'est qu'une représentation de mon cerveau. D'ailleurs, il y a un exemple que j'aimais beaucoup à l'époque où les iPads sont sortis et où les enfants offraient aux parents ou aux grands-parents un iPad à Noël. Oh, c'est trop gentil, machin, ils se font la bise. Et puis le lendemain de Noël, on voit les grands-parents en train de couper le pain sur l'iPad. Ah, c'est pas une planche à découper. Non, c'est un iPad. Pourquoi? Parce que oui, le flux d'informations est le même, mais la représentation que chacun s'en fait est différente. Et cette notion de distance qu'il y a entre perception et représentation est absolument essentielle. Une chose n'est pas intrinsèque en tant que telle, elle est avant tout représentée. Et c'est parce qu'on a plusieurs façons de se représenter les choses qui fait qu'on ne va pas tous percevoir le monde qui nous entoure de la même manière, on ne va pas tous affecter la même valeur aux choses, on ne va pas tous créer et avoir les mêmes décisions. On ne vit pas dans le monde réel. On vit dans la représentation qu'on se fait du réel. C'est bon pour tout le monde cette notion-là? Oui. Je sais que potentiellement ça chahute un peu ça. Non, c'est bon. Ok. Donc pour le coup, bien évidemment, on est en plein cœur de Matrix. C'est pour ça que je me suis amusé à mettre ce fond-là. Moi, à l'époque, quand le film Matrix est sorti, le modèle de BMO existait déjà. Je fais ah merveilleux, un film qui est en train de populariser cette prise de conscience qu'il y a entre le monde réel et la matrice, cette espèce d'illusion que j'ai du réel. Après, comment ça opère? On va rester très schématique, mais c'est pour avoir une idée un peu plus claire. D'abord, mon cerveau baigne dans ce monde réel. Donc, enfin dans ce bain d'informations. Il y a une infime partie de ce bain d'informations qui va être captée par mes sens. Par exemple, dans ce bain d'informations, on a en ce moment les informations Wi-Fi, les informations de radio, les informations de télé, etc. Mais on n'a pas l'essence pour les capter, donc notre cerveau les ignore et tout simplement, ça n'existe pas. Toujours est-il, une partie de ce bain d'informations est captée par mes sens et amenée à mon cerveau pour être traitée. Ensuite, mon cerveau, donc ça, hop là, c'est pas un clic droit que je vais faire, voilà. Ça correspond à peu près à 400 000 unités d'information par seconde. Mon cerveau perçoit 400 000 unités d'information par seconde en continu. Mais de ces 400 000 unités d'information par seconde, le néofrontal, là, la petite partie que je vous ai donnée, là, va venir en extraire 40 qui vont lui permettre de se créer une représentation du monde dans lequel on est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'illusion du réel dans lequel on est ne représente que 40 informations par seconde, alors que mon cerveau en traite 400 000. Par exemple, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont suivi le TEDx que j'avais animé. Je me suis amusé sur la scène du TEDx à faire une petite expérience avec la salle. Il y avait à peu près 200 personnes dans la salle. Je suis passé mon 4e ou 5e conférencier. Je closais en fait le TEDx. Et ça faisait plus de 2 heures que les gens étaient dans la salle. Donc 2 heures qu'ils regardaient la scène et les intervenants qui passaient. Et je me suis amusé à demander à la salle de regarder autour d'eux et de repérer, alors je ne sais plus tous les éléments bleus ou orange ou rouge, je ne sais plus quelle couleur j'ai pris. Ensuite, j'ai demandé aux gens de fermer les yeux et de me dire quels éléments bleus, par exemple, étaient dans la salle. Personne n'a pu me répondre. Oui, Pourquoi? Parce que les éléments bleus ont je fait... quitte la session 2 minutes. et donc, pourquoi? Parce que les 40 unités d'information
qui sont venus se porter à leur représentation étaient sur la couleur que j'ai demandé au départ. Toutes les autres couleurs sont restées dans le flux de perception et n'ont pas été portées à la conscience. Je me suis amusé à pousser le vice un peu plus loin et je leur ai demandé combien de bouches d'aération il y avait derrière moi. En fait, ça faisait 2 heures et ce n'était pas des petites bouches, hein, c'est des bouches qui doivent faire facilement 80 cm sur 50 cm. Il y en avait 8 derrière moi en ligne et on ne voit que ça. Sauf que comme l'attention de mes interlocuteurs sont restés focalisés sur la scène, sur leurs voisins, sur l'intervenant qui venait, etc., eh bien, ces bouches d'aération n'ont pas été portées à leur conscience, elles sont restées dans les 400 000 unités d'information. Ce qui fait que quand j'aurais demandé combien il y a de bouches d'aération qui étaient derrière moi, personne ne pouvait me répondre sur 200 personnes. Il n'y en a pas un qui m'a donné une réponse. Ils n'avaient tout simplement pas conscience que ça existait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, la représentation de la salle que les individus s'étaient fait, qui considèrent être comme le réel, n'est pas le réel. C'est la représentation qu'ils se sont fait du réel. Donc pour avoir conscience de quelque chose, il faut que ça soit extrait des 40 unités d'information et que ça soit porté à ma conscience. Ça, c'est absolument fondamental. Par exemple, histoire de s'amuser sur les notions de réel ou pas réel. Elle est pas mal cette photo pour une photo en noir et blanc, non? Si vous regardez de plus près, c'est effectivement une photo en noir et blanc. Mais sur cette photo en noir et blanc, ils sont venus juste dessiner quelques traits. En fait, si on prend le pull de la jeune fille, il y a 1, 2, 3, 4 traits obliques verticaux. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 traits obliques dans l'autre sens. Mais mon cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il perçoit un peu de couleur à cet endroit-là, il perçoit une forme, il fusionne les deux, et on a l'impression que la jeune fille a un pull bleu. En réalité, ce ne sont que quelques lignes. Pareil pour les sièges, pareil pour ce qui est rouge là, etc. Ce ne sont que quelques lignes qui ne couvrent qu'une toute petite partie de l'image. Pourtant, quand je regarde l'image, j'ai vraiment l'impression qu'elle est en couleur. Mon cerveau crée une représentation. Je vais aller vous challenger un peu plus loin sur cette notion-là. Est-ce que tout vous semble normal? Vu que je vous challenge, vous vous doutez qu'il y a quelque chose qui est anormal. Mais du coup, qu'est-ce qui est anormal? Et là, en ce moment même, je peux vous dire que votre cerveau est en train de vous tromper, mais pas qu'un petit peu. Il est vraiment en train de vous tromper fortement. Est-ce que vous avez une idée d'où ça peut venir? Non? Alors, je vais vous donner un indice. Votre cerveau est en train de vous tromper entre la case A et la case B. Ah bon. Ouais. Pourtant, il y a bien le nombre de cases égal, enfin, noir-blanc, noir-blanc. Mhm. Moi, c'était l'ombre de l'objet qui m'interpellait. Alors, si je vous dis que la case A et la case B sont très exactement de la même couleur. Bah, évidemment, on a envie de te dire non. Ah oui, on a envie de me dire non, parce que de toute façon, mon système de représentation représente 2 couleurs différentes. Ouais. Pourtant, si là, vous faites une capture d'écran, que vous le mettez sur Photoshop, prenez la pipette, regardez, c'est exactement la même référence couleur. Il n'y a pas de différence. Alors, comme tout le monde n'a pas Photoshop, je l'ai fait pour vous, mais ce que je veux vous montrer là pour le coup, cette fois-ci, c'est que c'est le contexte qui fait que ça déforme la représentation de l'influx d'informations. Et comme je sens qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont sceptiques en me disant non, là il y a 2 couleurs, il n'y a pas qu'une couleur, c'est pas possible. Eh bien, je me suis amusé à le mettre sous Photoshop. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai isolé la case A et j'isole la case B. Je vais faire disparaître le contexte, parce qu'en réalité, c'est le contexte. C'est un biais, en fait. C'est un biais de... Pas un biais de cohérence, un biais de... Oh, j'ai perdu le terme. Bon, ça me reviendra. C'est un biais cognitif, en fait, qui opère. Voilà. Et du moment que je fais disparaître le contexte, les cases apparaissent telles qu'elles sont réellement. Je vous promets que je ne change pas la couleur de la case B quand je fais disparaître le contexte. Ce que je veux vous montrer à travers cette expérience-là, c'est vraiment que vous preniez conscience que le monde dans lequel on est n'est qu'une représentation du monde. Et ça, c'est absolument essentiel à maîtriser et à comprendre si vous voulez comprendre ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Pourquoi? Parce que lorsque vous appliquez quelque chose, vous créez une représentation chez votre interlocuteur. Et
au-delà de la représentation, il y a des mécanismes profonds de perception qui vont agir. Et ce sont ces mécanismes de perception et les représentations que vont se faire votre interlocuteur qui vont conditionner sa réponse comportementale, sa réponse émotionnelle, l'affectation de valeur qu'il va donner aux choses, etc., etc. Tant qu'on ne fait pas la dichotomie entre le flux de perception et le flux de représentation, on reste dans ce qu'on appelle l'irrationalité. On dit que le consommateur ou le persona social, etc., est un acteur irrationnel. Il n'est pas irrationnel du tout. L'irrationalité, c'est juste un aveu d'incompréhension de ce qui sous-tend les décisions, les comportements, les émotions des interlocuteurs. Une fois qu'on arrive à comprendre ce qu'il sous-tend, il n'y a rien d'irrationnel. Ou en tout cas, c'est irrationnel si on essaye de le baser sur la raison. Je veux bien qu'on parle d'irrationalité, mais par contre, on va parler de logique. Le comportement humain, la réponse émotionnelle, l'affectation de valeur, le désir d'engagement, le désir d'achat, le désir d'implication, la volonté d'apprendre, etc., sont totalement logiques. Le cerveau ne s'amuse pas à le faire de l'aléatoire. Il n'y a aucune irrationalité là-dedans. Il y a une logique profonde, qui est une logique addictive, et c'est ce qu'on va essayer d'étudier ensemble maintenant. C'est bon pour tout le monde? J'ai quand même une question, Guillaume, parce que Je t'en prie. justement, tu dis tout est fonction de représentation, donc chaque individu ayant sa propre représentation. Or là, dans tous les exemples qu'on voit, ça reste des exemples universels, puisqu'on a tous vu ces deux cases noires et blanches, enfin grises et blanches, alors qu'elles étaient toutes les deux grises. Oui, parce que c'est des morceaux choisis. Je suis allé chercher des biais qui sont pour le coup universels. Par contre, par exemple, un biais de cadrage qui serait, par exemple, qu'est-ce qui définit quelque chose de cher ou pas cher? C'est un biais de cadrage. En fait, notre cerveau ne sait pas affecter une valeur dans l'absolu. Il va toujours l'affecter par rapport à une valeur de référence. Et là, pour le coup, on a tous des valeurs de référence différentes. Mais on Donc, pourra quand même les classifier en sous-groupes, par exemple, ces fameux consommateurs. ça, Où on il peut. faudra vraiment être dans l'individualité totale si on parle là-dessus. Ça, on peut, mais une fois que tu vas avoir compris l'inéquation décisionnelle, tu verras que tu n'as plus besoin de faire ça. Tu vas avoir d'autres leviers beaucoup plus profonds qui vont te permettre de pouvoir agir différemment, classifier différemment. Alors, j'aime pas trop les classifications parce que ça a un peu tendance à faire un étiquetage et un individu dépend de son environnement et de son expérience. Mais on a des mécanismes profonds qu'on va pouvoir venir actionner ou pas, qui sont des mécanismes addictifs et c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Mais si on voulait faire une classification à un instant T sur un groupe d'individus, oui, techniquement, on pourrait. Mais il ne vaudrait qu'à un instant T. Merci. Je t'en prie. Donc, si j'arrive, voilà. Donc, la différence entre perception et représentation, c'est que tout n'est que perception pour notre cerveau. C'est ce qui lui permet de pouvoir agir en 230 millisecondes. Mais tout n'est que représentation pour notre conscience. Donc, tout ce que vous croyez, donc qu'est-ce que c'est que notre conscience? C'est ce que l'on croit être réel. Si vous avez conscience, par exemple, que ce jeu de cartes existe, c'est parce qu'il a été porté à votre conscience. Par exemple, les grilles d'aération, quand j'étais sur le TEDx, si j'avais demandé aux gens de sortir et de me décrire la salle, personne ne m'aurait décrit, enfin n'aurait nommé ces grilles dans la représentation qu'ils avaient. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas été portées à leur conscience. Donc tout simplement, elles n'existent pas pour eux. Elle n'a pas été intégrée dans le système de représentation. Donc pour que quelque chose existe, entre guillemets, il faut qu'il soit créé dans la conscience. En fait, il faut que le cerveau se le représente. Qu'est-ce que c'est que la représentation? C'est représenter à l'intérieur ce qui était à l'extérieur. C'est-à-dire que pour que quelque chose soit représenté dans ce que je considère être le réel, il va falloir qu'il y ait d'abord une translation entre les informations exogènes, que je les intègre et que je les porte à ma conscience. Et c'est parce que je les porte à ma conscience qu'elles sont représentées et donc que j'ai l'illusion qu'elles existent. Ou que j'ai l'illusion surtout que ça fait partie du réel. Et ça, c'est une notion très importante à avoir en tête. Pourquoi? Parce que par exemple, quand vous présentez un produit à quelqu'un, comment est-ce qu'il va se le représenter? Comment il va lui affecter de la valeur? Et est-ce que c'est que le produit intrinsèquement qui va créer la valeur ou c'est aussi la personne qui le présente? Et puis, est-ce que c'est aussi l'environnement dans lequel on le présente? Si par exemple, tiens, Fatima, je suis désolé, j'ai 4 miniatures devant moi, t'en fais partie. Si, Fatima, j'arrive et que je voulais te déclarer ma flamme et que je te sors en espèce de Kleenex tout chiffonné au fond de la poche en sortant une alliance en te disant « Veux-tu » Tu as regardé l'alliance en te disant « Bizarre ».
Mais en même temps, si je sortais une très jolie boîte, un très bel écrin, et je te fais la même demande alors que ça sort de l'écrin, est-ce que la demande est représentée de la même manière? Non. Pourtant, ma demande reste la même, la bague reste la même, mais l'environnement dans lequel je le présente est différent. Donc la représentation qu'on va s'en faire sera différente. C'est tout ça qui agit dans le système de représentation, dans le système décisionnel. Ok? Allez, on avance un petit peu. Du coup, on comprend que à l'origine, au départ, il nous faut un flux de perception. Que ce flux de perception correspond à 400 000 unités d'information par seconde. De ces 400 000, on va en extraire 40 qui vont nous permettre de se créer une représentation de ce que l'on a perçu. D'ailleurs, pour information, si jamais on se crée des représentations sur les 400 000 unités d'information, on estime qu'il faudrait avoir un cerveau qui fait 26 fois la taille actuelle. Je vous laisse imaginer le Mars Attack qu'on aura au-dessus de la tête. Ça serait relativement compliqué. Et ça consommerait une énergie absolument de dingue. Donc, notre cerveau extrait que 40 unités d'information. Toujours est-il, ce qu'on voit aussi par rapport à ce schéma, c'est de comprendre que le cœur des processus décisionnels ne tend pas tant aux 40 unités d'information, mais surtout aux 400 000 unités d'information perçues. C'est là-dessus que mon cerveau va opérer ses décisions en 230 millisecondes. C'est d'ailleurs parce qu'il ne se les représente pas qu'il a la capacité de pouvoir décider aussi vite sur autant d'informations. S'il devait tout se représenter, il nous faudra un temps fou et on ne serait pas là, on serait déjà mort. Okay? Donc, le cœur de la mécanique décisionnelle elle se situe ici. C'est ce qui sous-tend toutes nos décisions. Alors, qu'est-ce que c'est? Justement, c'est ce qui est formulé sous une équation décisionnelle. Qu'est-ce qui détermine les décisions de notre cerveau? Pour le coup, on va plonger en plein cœur du système limbique. Alors, le système limbique, ceux qui connaissent la dichotomie entre... Comment c'est foutu déjà ce truc-là? Le cerveau reptilien, le cerveau émotionnel et le cerveau rationnel, qui est juste un modèle qui n'existe pas dans les faits, mais c'est une modélisation qui nous permet de simplifier énormément de choses. Eh bien, dans ce cas-là, le système limbique correspondrait au cerveau émotionnel. Le système limbique, c'est tout un ensemble de ganglions, notamment d'ailleurs les ganglions de la base, qui sont en interaction et que moi j'ai tendance à symboliser comme étant les grands régulateurs. C'est ce qui va nous permettre, par exemple, de réguler les cycles circadiens. C'est ce qui va nous permettre de réguler les fonctions physiologiques. C'est ce qui va nous permettre de réguler l'apprentissage, le sommeil, la mémorisation, l'oubli, les émotions, accessoirement, les affectations de valeur, les prises décisionnelles, etc., etc. C'est ce qui va opérer les grandes variables. Le système limbique, si je schématise, il se pose une question très simple. Il se dit, sur les 400 000 unités d'information qui rentrent, une à une, il va se dire, est-ce que ceci est bon ou pas pour moi? Alors, pour comprendre le sens de cette question et pour comprendre le sens des réponses, il faut bien comprendre que notre cerveau ne s'est pas développé au cours des dernières décennies. Il s'est développé à travers des dizaines de millions d'années d'évolution, pour ne pas dire des centaines de millions d'années d'évolution, avec principalement 3 grandes fonctions. Assurer notre survie, notre nutrition et notre reproduction. C'est les 3 très grandes fonctions cérébrales. On pourra en annexer d'autres, mais ce sont les 3 grandes fonctions. Donc, lorsque quelque chose arrive, il faut pouvoir juger. On va prendre un exemple. On va prendre mon bon vieux pote Maurice. Mon pote Maurice, que j'aime bien présenter régulièrement en conférence, il faut imaginer que s'il vivait il y a à peu près 25 000 ans, c'est le dernier locataire à Lascaux. D'accord, la grotte de Lascaux. C'est lui qui a mis le dawa avant de partir, qui a fait des graffitis avant de se barrer, en geste de contestation, le loyer trop cher, et il est parti. Mon pote Maurice, cheveux longs, grosse barbe, juste un petit pagne, très hipster avant l'âge. Et il se trouve que mon pote Maurice, au fond de sa grotte, à un moment donné, il a un petit creux. Il dit, tiens, peu faire moi quand même. Et la chance faisant, on est sur la saison des cerises. Et donc, il sait qu'à quelques centaines de mètres de là, il y a un cerisier. Donc, il décide de prendre sa massue, sortir de sa grotte et partir jusqu'au cerisier. Sauf qu'au détour d'un bosquet, sur quoi il tombe? Un tigre sabre. Tigre sabre, il faut imaginer un matou de 1,50 m, 2 grandes incisives de 80 cm. Quand ça arrive, donc flux de perception, je vous passe les détails, représentation, ça part, enfin, pardon, pas représentation, flux de perception, analyse des flux de perception, ça descend dans le système limbique. Est-ce que le tigre sabre est bon ou pas pour moi? Non. Non. Clairement, ça pue. Roger s'est fait bouffer la veille par le tigre sabre. Ça, c'est pas bon pour moi. Que va faire à ce moment-là le corps?
eh bien, le corps va venir sécréter du cortisol. Ah, j'ai un fond de mon micro, c'est pas grave. Donc, le corps va venir sécréter du cortisol. Pourquoi il sécrète du cortisol? Parce qu'en situation de danger, j'ai trois réactions comportementales possibles. Soit je prends la fuite, je me dis taillot messire, fuyons de là, sortons de ce contexte, clairement je suis en danger. Soit je vais combattre et détruire le contexte dans lequel je suis en danger. Soit il y a une troisième option que le darwinisme a un peu tendance à avoir élaguée et pour juste cause, c'est je bouge pas, je fais le mort. Si je bouge pas, on me voit pas. Ce qui peut encore marcher pour certaines espèces, mais il faut admettre qu'elles ont pris cher quand même. Donc, les deux principales réactions comportementales face au danger, fuite ou combat. Sauf que pour pouvoir combattre ou pouvoir fuir, il y a intérêt à avoir des ressources énergétiques. Il va falloir alimenter les muscles en énergie pour pouvoir combattre ou pour fuir. Or, nous, aujourd'hui, ça va. On fait normalement à peu près 3 repas par jour. Et puis, on a une grande surface ou une épicerie du quartier ou un petit commerçant du coin dans lequel on peut en permanence chercher de l'énergie. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. À l'époque, on pouvait très bien rester plusieurs jours sans manger et se retrouver potentiellement à court face à un danger. Donc, à quoi sert le cortisol? Eh bien, tout simplement, le cortisol, quand il est libéré, il plonge dans les réserves de lipides, les beaux abdominaux Cronenbourg, pour transformer les lipides en glucogène. Et les glucogènes, c'est l'énergie directement disponible pour mes muscles. Donc, pour combattre ou pour fuir. Et là, la nature s'est dit, mais si à chaque fois qu'un individu se retrouve dans un contexte potentiel de danger, il produit du cortisol, moi, je n'ai pas envie que l'individu reste dans un contexte de danger ou qu'il aille se mettre dans un contexte de danger. Sauf qu'aujourd'hui, ça nous semble évident, je suis en danger, j'ai peur, je m'en vais. Mais qu'est-ce qui crée la peur? Eh bien justement, c'est le cortisol. C'est-à-dire que pour éviter qu'on aille se mettre en danger, la nature nous a rendus totalement aversifs au cortisol. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que le corps va identifier qu'il y a un potentiel danger, il va produire du cortisol. Donc en nous rendant aversifs au cortisol, la nature nous a rendus aversifs au danger. On déteste la sensation que produit en nous le cortisol. Ça nous crée une sensation dans le corps qui est extrêmement désagréable, dans laquelle on est extrêmement aversif. Et comme on en est aversif, eh bien du coup, on cherche à en sortir quand on en produit. Et c'est comme ça que ça nous a amené à fuir le danger. Ce qui est très malin de la part de la nature. Parce que si jamais on n'était pas aversif au cortisol, aucun problème d'être en danger. Oui, je vais mourir. Il faut bien une fin à un moment donné. Hein. Oui, je vais avoir mal. Bon. C'est-à-dire que si tous on avait un problème pathologique et qu'on ne réagissait pas au cortisol, si je vous proposais qu'on aille tous se suspendre à une main au-dessus de 200 mètres de vide, vous me diriez « Ah, quelle riche idée, ça nous permettra de se retrouver !» Non, fort heureusement pour nous, normalement on a tous du cortisol qui fonctionne normalement et ça évite qu'on aille faire ce genre de bêtises. Okay. Mais il y a autre chose. C'est-à-dire que non seulement quand on est pris dans un contexte de cortisol, reprendre dans l'autre sens. Lorsqu'on est pris dans un contexte de danger, on produit du cortisol. Comme on est aversif au cortisol, ça va nous obliger à en sortir. Mais également, mon cerveau passe son temps à anticiper les choses. Je ne rentre pas trop dans les détails sur cette mécanique, mais mon cerveau, avec les flux de perception, anticipe tous les scénarios possibles. Et si dans les scénarios possibles, il y a une hypothèse de production de cortisol, comme il est aversif au cortisol, il évite d'aller s'y mettre. C'est exactement ce que vous venez de vous faire, ce que vous venez de faire quand je vous ai dit, tiens, si on allait tous se suspendre à une main. Votre cerveau a anticipé la situation, il a produit du cortisol, vous avez dit, il est taré celui-là. Okay. Donc c'est ça, c'est comme ça que la nature a trouvé le moyen de nous protéger des contextes de danger. Malin en soi. Maintenant, mon pote Maurice, admettons que ce jour-là, il était en forme, il s'est dit, ça sert à rien de courir, de toute façon, il court plus vite que moi, il a pris sa massue, il était en forme, bim, 1-0 pour mon pote Maurice, le tigre sabre séché, les deux incisives, il s'en fera des cure-dents. Donc mon pote Maurice a gagné le combat. Il a un peu les jambes qui flageolent, il souffle 10 secondes, il se prend une bière, il repart. Et il arrive au pied du cerisier. Et effectivement, c'est la bonne saison. Le cerisier est couvert. Dans l'est de la France, parce que je rentre ABM. Hop, voilà, j'ai trouvé le micro de Franck. Mon pote Maurice, il arrive au pied du cerisier, il est couvert de cerises, il est magnifique de cerises. Les cerises sont prises par le flux de perception, identifiées dans notre cerveau, envoyées dans notre système limbique. Est-ce que c'est bon ou pas pour moi? Évidemment que c'est bon pour moi. C'est bourré de sucre, c'est bourré de vitamines. En même temps, il y a du jus. C'est juste parfait. Que fait la nature à ce moment-là?
Elle, son but, c'est qu'on puisse accroître nos chances de survie, de reproduction et de nutrition. Donc, pour nous motiver effectivement à trouver des choses qui sont bonnes pour nous, eh bien, lorsqu'on en trouve, elle va venir produire une récompense, c'est-à-dire de la dopamine. Du moment que je trouve quelque chose qui est, entre guillemets, bon pour moi, je vais produire de la dopamine. Et ça, c'est magique. C'est magique parce que du coup, on se retrouve avec une notion de récompense. Pourquoi est-ce que j'irai chercher quelque chose de bon pour moi si ça ne me produit aucun plaisir? Imaginez à quel point la vie serait fade. Voilà, oui, youpi. Il y a des cerises. On ressemblerait tous à Droopy. I'm so happy, boo. ça m'aiderait rien en fait. On n'aurait goût à rien. Donc, qu'est-ce qui fait que je suis content d'avoir trouvé quelque chose pour moi? C'est la production de dopamine. Ah, je ne vous ai pas dit, excusez-moi. Du cortisol, pardon, parce que je voulais juste vous faire la passerelle pour que vous compreniez où se situe l'émotionnel. Les émotions sont la conséquence de la production de ce qu'on est en train d'évoquer. Donc, si je prends le cortisol, en fonction de son intensité et de la durabilité dans le temps, on va passer par des états émotionnels qui sont soit la grosse frayeur, la peur, l'angoisse, l'anxiété, les soucis, les tracas, etc., etc. Ça dépend de l'intensité de production et de sa durabilité. Et donc, l'émotion n'est pas à l'origine, comme je peux le voir des fois sur Internet et où je fais des bons, parmi tous les neuromythes qu'on peut trouver sur Internet. Les neurotransmetteurs ou les hormones dont je parle ne sont pas la conséquence des émotions. Non. Les émotions sont la conséquence et le ressenti lié à la production de ces neurotransmetteurs ou de ces hormones. D'accord ? Donc, pour les états de frayeur, d'angoisse, d'anxiété, etc., c'est directement lié à l'intensité de production de cortisol et sa durabilité. Maintenant, je reprends le contexte dopaminergique. Lorsque je prends un bon gros shoot de dopamine, wouhou, j'ai un sentiment de plaisir, de joie, je suis content, yes! Vous savez, quand vous avez gagné un tournoi ou que vous avez enfin atteint un objectif, yes! Notamment pour ceux qui sont parents, yes! Mon gamin m'a obéi, ouais, j'y suis enfin. Voilà. Ce moment-là, c'est un shoot dopaminergique. Vous avez atteint un objectif, donc derrière, vous avez une récompense. C'est le shoot dopaminergique. Ok. Mais la nature s'est dit, le problème avec ça, c'est que certes, je récompense l'individu lorsqu'il a trouvé quelque chose de bon pour lui, mais comment je le motive à aller chercher quelque chose qui est bon pour lui? Ah oui, si je n'ai pas d'état de tension, s'il n'y a rien qui me pousse à aller chercher, je n'ai pas de raison d'aller chercher un plaisir. Si déjà je suis bien à la base, je ne vais pas aller chercher des plaisirs en plus. Si je vais chercher d'autres plaisirs, c'est que j'ai un état de tension. Il faut qu'il y ait quelque chose qui me pousse à aller chercher ça. Et là, Dame Nature, dans toute sa perversion, que je respecte énormément, a trouvé une stratégie incroyable. Elle nous a rendus accros à la dopamine. Elle nous a créé une addiction dopaminergique. J'ai besoin de dopamine. Si jamais je n'ai pas un certain taux de concentration de dopamine dans le sang, en fonction de mon seuil d'habituation, etc., des états d'homéostasie, passons, eh bien, je suis en état de manque. Comme je suis en état de manque, je suis en état de mal-être. Comme je suis en état de mal-être, en état d'incomplétude, pour les lacaniens, l'incomplétude de l'être, donc cet état de tension, d'incomplétude, me pousse à aller chercher des choses qui sont bonnes pour moi, puisque lorsque je vais trouver quelque chose qui est bon pour moi, je vais me prendre un shoot de dopamine. Pendant un temps, je satisfais cette addiction. Jusqu'à ce que le contentement de l'addiction rechute et que je me retrouve en état de manque, ce qui me repousse à aller chercher quelque chose qui est bon pour moi, et donc à reprendre un shoot de dopamine. Et là, pour le coup, on a deux circuits bien caractéristiques d'un point de vue neurologique, le circuit de l'aversion et le circuit de la récompense. On a voulu voir jusqu'à quel point ce circuit-là fonctionnait. Et donc, on a fait une expérimentation sur un rat. On a scalpé un rat. On lui a branché deux électrodes, une dans le système amygdalien pour activer le circuit de l'aversion, une autre dans le noyau cubain pour activer le circuit dopaminergique. On a relié ces deux électrodes à une radiotélécommande et on a posé le rat sur un plateau avec tout un parcours, un labyrinthe, etc., un passage avec des plots, il y a une ligne orange, et on le fait slalomer, il faut qu'il suive la ligne orange, qu'il slalome entre des plots, qu'il fasse le tour, qu'il monte un escalier, qu'il refasse des plots, qu'il joue dans une grande roue, etc., etc. À chaque fois que le rat marche sur la ligne orange dans le bon sens, on appuie sur l'activation dopaminergique. Youhou! C'est the kiff. À chaque fois qu'il veut s'arrêter trop longtemps, ou qu'il veut sortir de la ligne, ou qu'il veut faire demi-tour, bim, on déclenche le circuit aversif. Il se prend un shoot de cortisol dans le dur. Et ça, c'est extrêmement désagréable. Eh bien, le rat, qui est un animal extrêmement intelligent, en quelques secondes, il comprend le principe. Bilan, on peut littéralement radiotélécommander le rat.
ce qui est assez effrayant en soi. Et fort heureusement pour nous, en loi de bioéthique, parce qu'on pourrait faire la même chose sur l'humain, mais en bioéthique, fort heureusement, on n'a pas le droit de l'expérimenter. Et tant mieux. Donc, on peut littéralement radio-télécommander le rat, tout simplement en venant activer le circuit du cortisol ou activer les circuits dopaminergiques. On est allé plus loin. On a testé autre chose. On s'est dit, mais à quel point est-ce que l'addiction dopaminergique peut être importante, ou à quel point est-ce que le facteur dopaminergique va déterminer nos choix. Par exemple, on sait que la nutrition est dopaminergique. Pourquoi? Parce que ça répond à un besoin physiologique. On sait que le fait de boire est dopaminergique parce que c'est une satisfaction physiologique, donc facteur de production de dopamine. Mais on est allé plus loin, on a décidé de créer un autre facteur encore plus dopaminergique. C'est-à-dire qu'on a pris un autre rat, scalpé, planté une électrode dans le noyau cubain, et on a remis le rat dans la cage, sauf que dans la cage, il a une petite pédale. Et à chaque fois qu'il l'active, qu'il appuie sur la pédale, ça vient activer l'électrode et ça vient lui balancer une impulsion dopaminergique. Pour vous donner une idée de ce que peut ressentir le rat lorsqu'il active la pédale, vous prenez le plus gros orgasme que vous avez pu avoir, vous le multipliez par 20 et c'est à peu près ce que ressent le rat. C'est the kiff. Mais alors, the kiff, un truc de fou furieux. Le rat, on le pose dans la cage, il dit qu'est-ce qu'on m'a fait encore? Il repère une pédale qui n'était pas là. Comme je vous l'ai dit, le rat est loin d'être idiot, donc il explore. Il dit c'est quoi ce truc? Il appuie une fois sur la pédale. Truc de fou. C'est génial ce truc. Et il rappuie une deuxième fois dessus. Et en plus, visiblement, ça marche à volonté. Et il se met petit à petit à appuyer de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et il en vient à appuyer jusqu'à plus de 260 fois, je crois, par heure. Donc il se fait un kiff, mais astronomique. Le problème, c'est que comme ça, c'est une activation extrêmement dopaminergique, eh bien, ça devient plus dopaminergique que le fait de boire ou de manger. Et donc, finalement, il privilégie l'activation de la pédale à la nutrition, à l'hydratation ou au sommeil, et il meurt. Triste fin, mais n'empêche qu'il a eu la plus belle fin du monde. On ne peut pas imaginer plus gros kiff de fin. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend pour le coup que le cerveau va prioriser les facteurs dopaminergiques. Plus quelque chose est dopaminergique, plus j'y tends au détriment du reste. Sauf que ce serait trop simple. Si seulement on avait cortisol d'un côté, dopamine de l'autre, ça serait binaire, ça serait trop simple. Et vous savez que l'humain n'est pas si simple. Et pour cause. Parce que je pense que la nature s'est dit, hop, 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 hop. On va pas en rester là, parce que tu vas voir que ces couillons d'humains, ils vont réussir à me trouver une stratégie hyper dopaminergique. Et clairement, ça ne sera pas bon pour nous. Ils vont rester focalisés là-dessus et on va tous mourir. Donc, il faut qu'on trouve autre chose. La nature, pour ça, nous a rendus accros à la dopamine, mais également, slide suivante, à l'ocytocine, à la sérotonine et aux endorphines. Mais alors, totalement accro. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'arrive à trouver une stratégie dopaminergique. Donc, je satisfais mon addiction dopaminergique. Mais tant que je suis dans mon contexte dopaminergique, j'ai mon addiction oxytocinergique, sérotoninergique et dans une autre mesure endorphinergique qui se creuse. Jusqu'à ce que la tension aux addictions me contraigne à sortir de ma stratégie dopaminergique pour aller satisfaire cette addiction, par exemple l'oxytocinergique. Donc ça va, là j'ai encore un bon taux de dopamine. J'arrive à trouver une stratégie oxytocinergique, je rehausse mon seuil oxytocinergique. Ah, ça va mieux, oui, sauf qu'en attendant, à continuer à se creuser le contexte sérotoninergique. Et donc mon addiction sérotoninergique m'oblige à abandonner cette stratégie-là pour partir sur une stratégie sérotoninergique. Je rehausse ma sérotonine, sauf qu'en attendant, commencer à se creuser aussi la dopamine. Donc je suis obligé d'abandonner la sérotonine pour retourner à la dopamine, etc., etc., etc. Et c'est ça qui nous oblige à abandonner certains contextes au profit de d'autres, et donc à se mettre en mouvement. Vous vous en doutez, les contextes dopaminergiques ne sont pas les mêmes que ceux oxytocinergiques, ne sont pas les mêmes que les sérotoninergiques, ne sont pas les mêmes que les endorphinergiques. Et c'est parce que je suis obligé de passer dans l'ensemble de ces contextes que de fait, j'accrois mes chances de survie, de reproduction et de nutrition. Et là, je suis désolé, ça fait beaucoup dans une initiation, vous n'êtes pas à l'origine de vos décisions, vous ne vivez pas dans le monde réel et vous êtes tous drogués. Vous êtes contents d'être venus. Ça va, je n'ai pas perdu trop de personnes en chemin. Et donc, mais pour le coup, ce n'est pas une blague, on est tous drogués. Mais on est vraiment drogués. C'est-à-dire que tout ce que vous prenez traditionnellement le samedi soir, cocaïne, ecstasy, héroïne, LSD, crack, qu'est-ce que j'oublie, joint, qu'est-ce que vous prenez d'autre? L'habitude de temps. Alcool, cigarette. Un peu d'alcool pour faire passer, ouais. Exactement, parce qu'à un moment, on a soif.
Olivier, j'ai vu que tu as activé ton micro. Tu tournes à quoi? THC, mais Le THC. En fait, tout ça sont des activateurs. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais on va faire simple. Sont des activateurs dopaminergiques. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça ouvre le robinet dopaminergique de façon beaucoup plus forte et beaucoup plus longue, ce qu'on est censé trouver dans le contexte quotidien. Ce sont des espèces de bugs. Et bien évidemment, à force d'explorer, on a fini par trouver ces bugs et à surexploiter ces bugs. Mais en fait, ça ne vient que activer des addictions qu'on a déjà naturellement. Maintenant qu'on comprend ça, je vais vous raconter un exemple sur l'irrationalité de l'individu. Il y a quelques années de ça, je fais des courses dans une Biocoop et je suis un peu speed et assez rapidement, je commence à récupérer 2-3 légumes à droite à gauche. Et puis j'ai un bonhomme, une cinquantaine d'années, clairement affiché réactionnaire, qui vient à côté de moi en me disant « Vous avez raison, jeune homme, d'acheter ces produits-là parce que ces enfoirés de Monsanto, ils polluent les sols, ils polluent la nature, ils polluent les enfants, on va tous mourir avec ces conneries, machin, etc. » Et pendant 5 minutes non-stop, il ne me lâche pas. Et il attaque à charge Monsanto, la santé, on pourrit notre santé, etc. Très bien, oui, je comprends, monsieur, je comprends. Et je me dirige en caisse. Il me suit en caisse, il ne me lâche pas. Et il continue à me faire un discours hyper engagé sur ces salauds qui empoisonnent nos sols et la santé, etc. Ok, je termine de payer, je sors et il me suit sur le parking. Et au moment où on passe la porte, alors que ça fait 5 minutes qu'il me fait un plaidoyer sur le respect de la santé, l'importance de la santé, etc., il ouvre sa poche, il sort une clope. Ah, forcément, je ne peux pas m'empêcher. Je dis, vous fumez? Il me dit, bah oui. Je dis, donc ça fait 5 minutes que vous m'expliquez à quel point on empoisonne les sols, que la santé est importante, qu'on doit garantir le capital santé, etc. Et vous allumez une cigarette qui contient au bas mot 3900 produits toxiques que l'on connaît. Il rigole, il me dit, il faut bien mourir de quelque chose. Et il s'en va. Bien sûr, si on regarde en fonction de son système de croyance, ce en quoi il croit, ce qu'il revendique, et le fait qu'il fume, il y a une irrationalité. Mais ce n'est pas du tout irrationnel si on le regarde d'un point de vue addictif. Si on le regarde d'un point de vue addictif, qu'est-ce qu'il fait? Il vient chercher, il a une représentation de ce que peut être la santé, etc. Donc, le fait de consommer ces produits-là sont dopaminergiques. Ça répond à sa représentation, ça optimise ses ressources pour atteindre son objectif. Donc, il est en quête dopaminergique. Or, la cigarette est hyper dopaminergique. Donc, la consommation d'une cigarette dans le cours de ce qu'il fait, il a un seuil d'habituation dopaminergique extrêmement élevé, dont les légumes ne serviront pas, ne seront pas suffisamment dopaminergiques, même s'ils le sont pour lui, à hauteur du besoin dopaminergique qu'il a. Or, son cerveau a adopté une stratégie dopaminergique qui est la cigarette. Même si ça va à l'encontre de son système de croyance, ça va dans le sens de son système addictif. Et donc, de fait, c'est tout à fait logique qu'il fume. Donc, il n'y a rien d'irrationnel. Ou c'est irrationnel si on se base juste sur la raison de la représentation. Par contre, c'est hyper logique d'un point de vue perceptif et d'un point de vue addictif. Eh bien, en fait, ce petit exemple qui est simple à comprendre, c'est exactement la même chose pour tout ce qui nous entoure, sans aucune exception. On est tous drogués. Et heureusement d'ailleurs, si on n'était pas drogué, on n'aurait pas d'état de tension. Si on n'avait pas d'état de tension, on ne bougerait pas. Le fait de participer à cette session-là est un facteur addictif. C'est une potentialité de satisfaction addictive que vous avez anticipée. Pourquoi? Parce que la représentation que vous êtes créée n'est qu'une représentation des états addictifs. Et c'est vrai pour tout. Et quand je vous dis que tout ce qu'on fait dans la vie, sans aucune exception, mais absolument rien n'y échappe, sont des stratégies de notre cerveau pour recevoir notre dose. Dopamine, ocytocine, sérotonine ou endorphine. Ou d'éviter le cortisol. Mais en fait, quand on trouve une stratégie d'évitement du cortisol, elle devient dopaminergique à hauteur du cortisol évité. Donc si jamais j'ai un petit facteur de cortisol, si je trouve une stratégie d'évitement, bah, je vais le faire, mais light. Sans grande motivation, mais je vais le faire parce que ça m'évitera du cortisol. Si par contre j'ai un énorme facteur de cortisol, je vais foncer avec une motivation de dingue pour éviter le shoot de cortisol. Pourquoi? Parce que du coup, cette motivation de dingue, elle vient du facteur dopaminergique. Donc je vous le répète, tout ce qu'on fait dans la vie sans aucune exception sont des stratégies de notre cerveau pour prendre des shoots de dopamine, d'ocytocine, sérotonine, endorphine et résoudre notre besoin addictif. Et quand je vous dis tout, c'est tout jusqu'à vous gratter l'oreille. Vous gratter l'oreille est à la fois dopaminergique et oxytocinergique. Donc c'est micro-shoot, hein, un tout petit shoot. Mais ça reste un shoot. Et en fait, on passe notre temps à aller chercher plein de micro-shoots
jusqu'à en avoir un gros à un moment donné, on se dit, youhou, c'est la fête, tout simplement pour tenir nos états d'équilibre en permanence. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Parce que là, pour le coup, j'ai poussé pas mal de lignes, je pense. Non? Tout est clair, limpide pour tout le monde? Ou alors j'ai perdu tout le monde? J'avais une question. Oui, 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 Joseph. j'ai posé une question dans le chat. En fait, c'est comment expliquer les comportements pessimistes ou les états de dépression? Ah, alors, la définition, parce que le mot dépression englobe pas mal de choses, mais si on la prend juste d'un point de vue médical, un état dépressif, pour le coup, se caractérise par un manque sérotoninergique. C'est-à-dire que si jamais je n'ai pas de contexte suffisant pour des raisons expérientielles, après un gros choc émotionnel derrière qui fait que j'ai une perte totale d'estime de moi-même et donc de reconnaissance des autres. Génétique. J'ai à la base déjà un problème génétique dans les récepteurs ou les émetteurs sérotoninergiques. Donc j'ai déjà à la base un terrain de fragilisation sur les environnements sérotoninergiques. Ou pathologique, médical, ou médicamenteux, qui vient perturber la production de sérotonine, donc qui fait chuter mon niveau de sérotonine sur du long terme à un seuil bas. Du coup, j'ai plongé en état dépressif. Je vais me perdre, je ne vais plus savoir qui je suis, je ne vais plus savoir quel est mon rôle, je vais perdre l'estime de moi-même, etc., etc. L'estime de nous-mêmes est directement liée au facteur sérotoninergique. Et bien à ce moment-là, je vais partir en dépression. D'où le fait que les antidépresseurs sont des médicaments sérotoninergiques. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec un antidépresseur? Alors, il y a plusieurs familles d'antidépresseurs. Soit on va accroître chimiquement, biologiquement parlant, la production. Donc, on va venir pousser la production dans les synapses de la sérotonine pour qu'on en produise plus. Soit on va améliorer la qualité et la capacité de réception donc dans la partie postsynaptique. Donc, on va optimiser les récepteurs sérotoninergiques. Ou alors, c'est ceux qui amènent le moins d'addiction. Il y a un système dans la fente synaptique, donc on a la partie présynaptique, on a la partie postsynaptique, et la sérotonine est libérée dans la fente synaptique. Et en fait, on a un système de récupération qui récupère le surplus dans la fente synaptique pour le remettre en présynaptique. Et bien, en fait, on vient court-circuiter ce système de récupération pour que la sérotonine ait plus de temps pour passer, donc finalement qu'on en récupère plus. Donc, on ne modifie pas l'émission, on ne modifie pas la réception, donc on a tendance à tomber un peu moins accro aux antidépresseurs. Mais qu'est-ce qui fait qu'on tombe accro aux antidépresseurs? C'est que notre cerveau l'identifie super vite comme étant une satisfaction sérotoninergique. Et donc notre cerveau en redemande. Logique. D'où l'addiction à la sérotonine. Ça répond à ta question, Joseph? Good. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ce mécanisme-là? Une fois qu'on comprend que, par exemple, la clope, c'est de la dopamine ou que les antidépresseurs, c'est de la sérotonine, est-ce que le fait d'en prendre conscience peut aider à modifier notre consommation? Non. Allez, merci. Au revoir. Bon, alors c'est bon. Non, ce que ça permet, c'est pas parce que tu as conscience que, par exemple, un 3 feuilles est à la fois dopaminergique et oxytocinergique et qui fait que je vous aime tous, que ça va en modifier les effets. Par contre, en comprenant la mécanique, tu es capable de pouvoir mettre en place des mécanismes de compensation. On ne coupe pas une addiction en la stoppant net. En fait, ceux qui arrivent à arrêter une addiction de façon sèche sont allés chercher des stratégies, intuitivement, sont allés chercher des stratégies de compensation. Par exemple, tu n'imagines pas le nombre de personnes que j'ai vues arrêter de fumer de façon sec et qui ont plongé dans les bonbons, les trucs sucrés, la bouffe hyper sucrée, hyper grasse ou l'alcool. Pourquoi? Parce que ce sont des facteurs de compensation dopaminergique. Donc, en sachant ça, et en connaissant ensuite tous les contextes dopaminergiques, parce qu'en réalité, il y a pas mal de contextes, tu vas te dire, OK, je sais que je vais volontairement aller me créer. Alors d'abord, on ne le fait pas d'un coup sec. Il faut comprendre les mécanismes d'homéostasie, mais on baisse déjà les niveaux d'addiction petit à petit. Et une fois qu'on est sur un niveau addictif qu'on va pouvoir compenser par des stratégies tiers, on les met en place. Et donc, elles vont prendre le dessus sur l'addiction dopaminergique, sur la stratégie dopaminergique de la cigarette. Donc, en comprenant les mécanismes, ce n'est pas qu'on en casse les effets, c'est qu'on est capable de pouvoir jouer avec dans le détail. Donc, on est capable de pouvoir stopper les addictions. Par exemple, moi, les maîtres praticiens BMO, ils apprennent à stopper les addictions glycémiques, sachant que l'addiction aux glucides est plus forte que l'addiction à la cocaïne.
Moi, je me suis amusé à le stopper dans le dur parce que je voulais voir dans le dur. J'ai jamais pris de cocaïne, donc je savais pas ce que c'était que couper une addiction dans le dur. Pourquoi j'ai vu ce que c'était couper une addiction des glucides? J'ai passé 5 jours alité, des pics de fièvre, des hallucinations. J'ai fait venir 3 fois SOS médecin. Enfin, ça a été l'orgie. Mais c'était expérientiel. Je voulais voir ce que ça donnait. Donc, pour le coup, sachant cela, on amène des stratégies de compensation différentes. Et parce qu'on va venir, d'abord, on va baisser les seuils. Et une fois qu'on a baissé les seuils, on retrouve des niveaux d'addiction qu'on peut compenser. Et en mettant en place ces stratégies de compensation, on peut perdre des addictions. Ça marche aussi pareil pour les habitudes. Pourquoi? Parce qu'une habitude est de fait dopaminergique, parce qu'elle nous permet d'optimiser nos ressources cognitives pour ne pas avoir à repenser les choses tous les jours. Par exemple. Ok. On peut avoir aussi, justement pour l'arrêt du tabac, par exemple, tu disais que on pouvait arrêter de manière progressive et qu'on ne pouvait pas arrêter de manière brutale parce qu'on allait compenser avec autre chose. Il y a aussi la notion de, alors je ne sais pas comment l'exprimer dans ce que tu dis, mais de responsabilité et de culpabilité. Je parle en étant un exemple sur l'arrêt du tabac. Je fumais 2 paquets par jour et le jour où j'ai été enceinte, j'ai dit je ne peux pas faire ça à mon enfant. Donc j'ai arrêté du jour au lendemain. Et j'ai compensé avec de l'eau. Alors, tu as compensé avec de l'eau, mais tu as un autre facteur qui est venu jouer dans ton inéquation, pour le coup, c'est le facteur sérotoninergique, l'image que tu as de toi-même. Ah, ok, d'accord. Et le fait d'avoir arrêté la cigarette te renvoie à une image de ce que tu veux revendiquer, de la responsabilité, de l'image que tu as de toi-même. Carrément, et donc, de fait, elle devient sérotoninergique. Et donc, tu vas avoir un renforcement de compensation dopaminergique par une stratégie sérotoninergique d'autant plus importante. Ok, qui va prendre le pas sur le reste. Exactement. Et le problème, c'est que si jamais la tension dopaminergique était trop forte et que tu abandonnes, non seulement voilà, tu vas prendre une claque, alors tu vas ramener un contentement dopaminergique, mais par contre, tu vas prendre une énorme claque sérotoninergique, et donc tu vas avoir une énorme baisse à un instant T, à la fois d'estime de toi-même, dans ce contexte-là, et de confiance en toi-même, dans ta capacité à agir. Ok, et là, c'est directement en lien avec le facteur sérotoninergique. D'où le fait que certaines personnes qui n'ont pas réussi dépriment. Carrément, ouais, je comprends. Ok, ouais, c'est lié. Ça marche. Mais en fait, l'inéquation, une fois qu'on comprend les contextes, c'est là que c'est chouette. C'est qu'on comprend tout ce qui nous entoure. Puisque les 400 000 unités d'information passent par là. Et les réponses émotionnelles et comportementales sont liées à ça. Rien n'y échappe. Mais c'est une question de force mentale aussi. Alors là, ce qu'on appelle la force mentale, c'est la capacité. Alors c'est un autre réseau neuronal qui part ici du néo-frontal. C'est une espèce de toile d'araignée qui vient tout couvrir, ce qu'on appelle le réseau de l'inhibition. Et donc c'est un énorme réseau d'inhibition qui va avoir la capacité, lorsqu'il s'active, de désactiver la zone projetée. Donc par exemple, la zone qui serait responsable de cet état de tension dans la stratégie dopaminergique de la cigarette, il y aura une zone qui sera encodée pour ça. Si ce réseau neuronal-là est suffisamment dense et suffisamment nombreux pour pouvoir être capable de désactiver la charge, alors ça sera possible. Si par contre ce réseau neuronal-là n'a pas été, par le contexte, l'environnement, etc., suffisamment développé, alors on n'y arrivera pas. C'est ça qu'on va appeler la force mentale. Et pour le coup, on est tous inégaux. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tous baigné dans le même bain social, dans la même expérience, etc. Et donc, on n'a pas tous développé ce réseau neuronal de la même manière. Non, parce qu'on le voit, moi je ne vais pas prendre mon cas personnel, mais un petit peu, ayant eu fait du sport de haut niveau et étant chef d'entreprise, on ne gère pas, et n'ayant pas un niveau d'études conséquent, hein, j'ai qu'un bac+2, parallèlement à cela, c'est vrai que lorsque l'on gère l'entreprise, on a une force mentale que d'autres qui ont fait des études, sincèrement, j'en ai rencontré, n'ont pas. Et on a toujours une envie de plus, quoi, et on se bat tout le temps, quoi. Mais encore une fois de plus, pour le coup, en fait, la force mentale, ça va être la capacité de résistance aux états de frustration. Ouais. Parce que là, moi, je vous parle d'un shoot de dopamine. Mais si, par exemple, Frédéric, tu vois, j'avais fait pendant 2 heures et je te dis, on fait pas de pause, par contre, on fume pas. Oh, tu m'as dit, comment ça, on fume pas là? La capacité de résistance à mettre une photo à la place de la caméra pour aller s'en fumer une. Ah, moi, c'est Franck. Moi, c'est Franck. Franck, pardon. Mais en parallèle, qui prend aussi beaucoup l'avion, je passe comme toi plus de 250 heures dans par exemple, l'avion. voilà. Donc, mais j'ai pas de manque. Quand je fais 12 heures en Asie, j'ai pas de manque. Eh ben, pour le coup, ce qui fait que toi, tu arrives bien à résister alors que ton voisin sera peut-être en train de trembler sur le siège. Tout à fait. C'est le degré de développement du réseau neuronal inhibiteur qui va être capable d'être suffisamment renforcé
pour pouvoir tenir l'inhibition suffisamment longtemps. Ouais, Sachant la qu'au bout gestion d'un de moment, temps, en fait. Exactement. Ouais. Et donc, on peut travailler la force mentale dans ce sens-là, dans la capacité de résistance aux états de frustration. Et là, pour le coup, on est tous inégaux. Par contre, ça se travaille. Une fois qu'on a compris comment ça marche, eh ben, on est capable de pouvoir les renforcer, etc., etc. Guillaume, si je peux Ouais. Alors, je l'ai- rebondir sur la force mentale là, par rapport à Ouais. ça, qui est très intéressante. Effectivement, ça se travaille, mais on est obligé quand même de le travailler, je dirais, dans chaque domaine. Parce qu'on peut avoir une force mentale, une capacité de résistance, par exemple, à de la douleur, mais cette force mentale ne nous servira pas dans d'autres cas. Je m'explique parce que la dernière fois, j'ai fait toi, tu dois connaître une procédure cognitive, l'action type. Complètement. Et du coup, là, on a beau avoir, entre guillemets, une force mentale, à un moment donné, l'instructeur nous met dans des conditions où on a beau, je dirais, pousser, ben, on n'arrive pas. Complètement. Mais pourquoi? Parce que, effectivement, et tu le dis très bien, ça dépend du contexte. Est-ce que tu crois que c'est la même zone du cerveau qui traite la douleur, les satisfactions dopaminergiques, les différentes stratégies dopaminergiques, les stratégies oxytocinergiques, la capacité de maintien de l'attention, la capacité de maintien de la posture, la gestion à la douleur, etc. Tout ça sont des zones de notre cerveau différentes. Donc, mon réseau d'inhibition peut être très bien développé. Hop, je vais muter un micro. Notre réseau d'inhibition peut être très bien développé dans une partie et moins dans l'autre. Ce qui veut dire que ma force mentale, entre guillemets, dans cette partie-là, est bien câblée et bien résistante et pas dans une autre. Okay, ouais. Ce qui va expliquer pourquoi on peut avoir une très forte capacité de. Alors j'entends tout, la volonté, la force mentale, etc., la maîtrise de soi, enfin on peut le nommer de plein de façons différentes. Elle n'est pas dans l'absolu. Elle va dépendre de chaque réseau neuronal. Et donc, à quel point est-ce que j'ai développé les neurones inhibiteurs dans cette zone ou pas. Okay. Donc totalement, effectivement, c'est très pertinent. Oui, Caroline? Ouais, j'avais une petite question par rapport à l'exemple du tabac. Bon, moi, je suis pas fumeuse, donc, mais bon, je trouvais l'exemple que vous aviez pris tout à l'heure intéressant. À quel niveau, par exemple, parce que j'entendais des amis qui ont arrêté de fumer en allant consulter un hypnotiseur, par exemple. À quel niveau celui-ci travaille pour qu'ils arrêtent de fumer sans qu'il y ait une réelle action finalement consciente? Alors, il faut qu'on rentre un peu dans le détail, mais je vais essayer de le simplifier au maximum. À une représentation est affectée une valeur. Par exemple, quand la cigarette est passée dans le cerveau, dans le système limbique, la cigarette s'est dit ah ouais, ça c'est vachement bon pour nous ça, parce que et shoot de dopamine à mort. Hein. Donc l'affectation de valeur, la mémoire a enregistré que cigarette égale gros shoot de dopamine. Donc on a une association cigarette-dopamine. Qu'est-ce qu'on fait en hypnose? On coupe le lien entre les deux. Change. Exactement. On casse la connexion qu'il y a entre cigarette et résultante dopaminergique. Et donc, par contre, on va lui amener une autre. En fait, on recable, hein, le cerveau est très plastique. On va recabler sur autre chose. Bilan, quand vous aurez envie de fumer, en réalité, vous aurez envie de faire du sport. Ouais, donc, on aura compensé par autre chose finalement. Exactement. On ne coupe jamais une connexion pour se caler. On crée toujours une compensation. D'accord. Okay. Tout le temps. Merci. Voilà, c'est là que l'hypnose intervient. Okay. Maintenant, je vais vous poser une question très simple. Ou pas. Qu'est-ce qui détermine la valeur d'une chose? Avec ce que vous savez maintenant. Ce qu'on ressent par rapport à cette chose-là et ce que ça provoque. Enfin, si c'est de la dopamine ou de la sérotonine, c'est ce qui va donner la valeur. C'est le ressenti. Ouais, il y a de cette idée-là. Je vous dis, on est en état d'addiction permanent. Le plaisir qu'on en retient, enfin le plaisir que ça nous donne. Alors, pas qu'on en retient, mais on y est. Qu'on perçoit, le plaisir qu'on perçoit. Qu'on reçoit ce qu'on. Oui, la nourriture du plaisir, quoi. Ça pourrait. La récompense Concrètement, reçue. pour synthétiser ce que vous annoncez, la valeur d'une chose, c'est sa potentialité à satisfaire mes besoins addictifs. C'est ça, la valeur d'une chose. Ça fait des siècles qu'on se casse les dents dessus. Ça fait des siècles qu'on le théorise. Mais la valeur d'une chose, c'est sa potentialité à satisfaire mes besoins addictifs. C'est pour ça que on n'affecte pas tous la même valeur aux choses, parce que nous n'avons pas tous le même profil addictif. Par contre,
voilà, par exemple, Franck, le samedi soir, lui, il tourne aux 3 feuilles. Olivier, il tourne au THC. Là, ça se rejoint. Joseph, il tourne à l'ecstasy. Katia, elle tourne à la cocaïne. Ils n'ont pas les mêmes profils addictifs. Là, ils disent pourquoi on a activé la caméra. Il y a tous ceux qui ont planqué la caméra qui ils se sont planqués. Ils n'ont pas les mêmes profils addictifs, donc ils ne vont pas affecter, les choses ne vont pas avoir la même potentialité de satisfaction addictive. Qu'est-ce qui fait que si jamais je vous avais demandé, juste pour qu'on fasse l'expérience, de ne pas boire pendant 24 heures d'eau, j'entends, pendant 24 heures, si je vous disais, bah tiens, d'ailleurs, j'ai donné soif à Olivier, si jamais je vous présentais une bouteille d'eau, oui, clairement, cette bouteille d'eau aurait une forte valeur à vos yeux. Pourquoi? Parce qu'elle aurait une forte potentialité de satisfaction addictive, sachant que lorsqu'on satisfait un état physiologique, plus l'état physiologique est profond, plus sa satisfaction va être dopaminergique. Donc, plus je vais avoir envie de la satisfaire. Par contre, si je vous avais demandé 1 heure avant de boire 1,5 litre d'eau et que je vous posais une nouvelle bouteille d'eau devant les yeux, vous ne la regarderiez même pas. Même à la limite, vous diriez c'est bon, j'ai assez bu pour aujourd'hui. Pourtant, l'objet intrinsèquement est toujours le même. Mais il n'aura pas la même potentialité à satisfaire vos besoins physiologiques, donc il n'aura pas la même potentialité de satisfaction addictive. Donc, vous n'allez pas lui affecter la même valeur. Eh bien, c'est vrai pour tout. Toute chose qui est autour de vous, la valeur que vous donnez à toute chose, c'est sa potentialité de satisfaction addictive. Et donc, vous allez réagir de façon différente en fonction de vos stratégies addictives, donc de vos profils addictifs. Et donc, c'est ce qui va ou pas déclencher des comportements d'engagement, des comportements d'achat, des comportements d'implication et autres. Pourquoi on a un tel taux de désengagement dans le milieu salarial? C'est parce que le contexte salarial n'a pas une charge de potentialité de satisfaction addictive suffisante. Et que, en plus, dans les potentialités de satisfaction addictive, il y a plein d'autres stratégies en dehors de l'entreprise qui seraient plus fortes que le simple fait d'être salarié. Donc, il va falloir réussir dans le sein des entreprises à trouver des contextes, à créer des contextes en fonction des profils addictifs des salariés qui répondent de façon suffisante dans le besoin addictif. Et donc, du coup, de créer l'envie d'engagement pour aller chercher le shoot addictif. C'est ça qui va créer l'engagement salarial. Qu'est-ce que c'est que l'acte d'achat? L'acte d'achat, c'est de percevoir une potentialité de satisfaction addictive. Et plus cette potentialité de satisfaction addictive va être forte, plus je vais être prêt à l'échanger contre une grosse somme d'argent. C'est pour ça qu'on n'est pas tous prêts à mettre le même prix sur une chose. Parce qu'on n'y voit pas tous la même potentialité de satisfaction addictive et on n'a pas tous les mêmes tensions addictives à un instant T. Okay. Donc, en fait, quand on fait un acte d'achat, on appelle ça la monétisation de la valeur perçue. Qu'est-ce que c'est que la valeur perçue? C'est la potentialité de satisfaction addictive ou aversive. Qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va s'impliquer dans une action? Et bien avec ça, en fait, pour le coup, on résout quand même pas mal de choses. On résout toutes les problématiques d'engagement, toutes les problématiques d'achat. Qu'est-ce que c'est que du marketing? Qu'est-ce que c'est que la force commerciale? Qu'est-ce que c'est que doit détecter une fonction RH pour faire l'intégration d'un salarié dans une boîte? Qu'est-ce qui va faire que j'ai envie de l'intégrer ou pas de l'intégrer? Qu'est-ce qui va créer des blocages? Qu'est-ce que c'est que les freins au changement? Qu'est-ce que c'est que le désir d'apprendre? Qu'est-ce que c'est que, etc. Qu'est-ce que la créativité? Parce que la créativité rentre là-dedans, bien évidemment, etc., etc., etc. Et là, pour le coup, on n'est plus sur des modèles empiriques, on est sur ce qui explique et ce qui sous-tend l'efficacité de certains modèles empiriques dans certains contextes et pas dans d'autres. C'est bon pour tout le monde, ça? Oui, Guillaume, j'ai une question parce que tu viens de dire quelque chose qui m'a interpellé. Tu dis effectivement que la valeur perçue, déjà, une valeur donnée, comme tu dis, elle est propre à chacun. C'est pour ça qu'en fait, on est un peu tous différents, je dirais, par rapport à ça. Mais après, la valeur perçue, si on reprend, par exemple, dans un acte d'achat, en fait, ça peut aussi dépendre du contexte. Parce qu'une personne, même si elle est addicte à l'achat, alors je ne vais pas me faire d'amis, mais une femme, elle est addicte à l'achat de chaussures. Mais selon le contexte à l'instant T, il se peut que sa valeur, en fait, elle n'en ait pas besoin, non? Complètement. Regarde, on va prendre cet exemple qui est une caricature, certes, mais assez récurrente. Ça se passe mal. Mauvaise journée au bureau. Mauvaise journée au bureau, beaucoup de contrariétés. Les gamins, en plus, ils font n'importe quoi en ce moment, c'est l'enfer. Le mari, on peut lui demander, de toute façon, il s'en occupe jamais. Pour une fois, j'allais souffler un peu au bureau, et au bureau, ça s'est hyper mal passé. Ah, j'en ai marre, j'aime me détendre, je vais faire du shopping.
Pourquoi se détendre, aller se mettre dans un bain de foule, devoir réfléchir sur des modèles, marcher, etc., sera un facteur de détente? Eh bien, parce que l'achat d'une chaussure, etc., peut être un facteur à la fois sérotoninergique et dopaminergique. Or, qu'est-ce qui s'est passé pendant la journée, les gamins, les gosses, le mari, etc. On a passé son temps à créer des frustrations dopaminergiques. Et donc là où je serais allé chercher traditionnellement mes shoots de dopamine, je généralise, mais à travers le fait que les gamins écoutent, que le mari, pour une fois, fasse ce qu'on lui a demandé, qu'on n'ait pas besoin de lui dire peut-être 10 fois les trucs, qu'au bureau, le dossier soit bien passé, etc., qui étaient d'habitude les stratégies dopaminergiques traditionnelles, et bien là, je ne les ai pas, j'ai besoin de dopamine. À un moment donné, vous me gonflez, je vais aller faire du shopping, j'en ai marre. Je vais aller chercher une stratégie dopaminergique qui fonctionne. Parce qu'au moins, c'est moi qui vais pouvoir la déclencher et elle ne dépend que de moi. Et donc, du coup, à ce moment-là, faire du shopping va être la stratégie dopaminergique qu'on va aller chercher. Autre moment, sur le facteur sérotoninergique. Le facteur sérotoninergique se déclenche lorsque l'on me reconnaît dans ce que je revendique être. Je revendique quelque chose et on me reconnaît dans cette revendication. Chez les hommes, c'est vrai, mais d'autant plus chez les femmes, les vêtements sont un facteur sérotoninergique très fort puisqu'ils correspondent à un facteur de revendication qui doit allier l'humeur, la mode, la saison, l'harmonie des couleurs. D'où cette phrase universelle, j'ouvre la porte du dressing, j'ai rien à me mettre. Universelle cette phrase, et c'est normal parce que c'est un facteur sérotoninergique qui doit allier à la fois l'humeur, le moment, la saison, la mode, etc., etc. Et comme c'est un facteur sérotoninergique très fort, c'est important. À un moment où une femme va douter de son image, va douter de ce qu'elle renvoie, elle va avoir un réflexe assez traditionnel, en Occident en tout cas, c'est d'aller faire du shopping. Sauf que comme à ce moment-là, elle est en déficit sérotoninergique, elle ne trouve rien qui lui corresponde. Ce qui va venir creuser le facteur sérotoninergique, on rentre du shopping agacé parce que clairement, j'ai un trou à me mettre. Et ça m'énerve. Donc tu vois, le marqueur au shopping va dépendre du contexte. Dans quel contexte est-ce que je vais opérer? Ce ne sera pas les mêmes neurotransmetteurs, les mêmes hormones qui vont venir jouer. Je fais de la caricature à la faux, hein, mais c'est juste histoire de poser à l'extrême des contextes pour essayer de sentir ces jeux-là. Guillaume, pour pouvoir abonder un peu dans le sens de ton exemple qui me parle, qui parle à beaucoup, j'ai une sœur qui achète énormément de chaussures, on est à fond dans les clichés. Par contre, dès qu'elle sort du magasin, elle regrette d'avoir acheté. Ah oui. Pourquoi? Parce que si tu veux, il y a une surconsommation. En fait, c'est un acte de compensation. C'est exactement le fumeur qui se dit j'arrête de fumer. Ouais, d'accord. Allez, j'arrête de fumer. Et puis, il se dit bon, allez, une petite dernière. Bon, allez, une petite dernière, et puis après, j'arrête. Bon, c'est pas une de plus. Hein. J'en ai fumé des dizaines de milliers. C'est pas une de plus qui va changer les choses. Il fume sa cigarette. L'état de tension addictif est tombé. Il retourne en état d'homéostasie. Le changement de la représentation créée par le cerveau s'annule. On se dit, mais j'étais con de la fumer, mais si je fais ça à chaque fois, j'y arriverai jamais. Hein. Ouais, d'accord. On va avoir cette réflexion après. Pourquoi? Parce que l'état de tension addictif a été assouvi. Ouais, d'accord. Et donc finalement, l'acte en lui-même, on se dit, pourquoi tu fais ça? Voilà, là, ça serait la même chose dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que l'acte d'achat était une pure stratégie de compensation, certainement sur des facteurs de cortisol. Parce que la dopamine vient compenser le cortisol. Plus je produis de cortisol, plus j'ai besoin de dopamine de l'autre côté, pour rester en équilibre. OK? Oui. Et vous voyez, on peut prendre des exemples comme ça à l'appel. On peut décortiquer tous les exemples. Alors là, on prend des exemples de la vie personnelle, mais c'est la même chose dans les exemples professionnels. Par exemple, j'ai découvert là, il y a peu de temps, je ne connaissais pas ça pour le coup, on a un outil entre guillemets de profilage, j'aime pas ce terme trop, parce qu'on peut avoir un profil à un instant T dans un contexte donné. Et donc, ça bouge en permanence. Donc, j'ai créé une matrice au sein de BMO qui nous permet de voir la stratégie de satisfaction addictive recherchée par l'interlocuteur à un instant T. Et donc, finalement, j'ai fait une espèce de matrice. Et en décortiquant toutes ces mécaniques-là, je me suis amusé à poser des grandes étiquettes qui sont pour nous des oxytocinergiques, sérotoninergiques extravertis, des sérotoninergiques, oxytocinergiques extravertis, etc., etc. Et en fait, la semaine dernière, j'ai un praticien qui m'a dit « Mais tu sais que ça ressemble vachement au socio-style ». Et donc, il m'a envoyé les sociostyles, et en fait, on retrouve complètement les sociostyles. Mais les sociostyles ont été développés de façon empirique. Là, pour le coup, on a une matrice qui nous permet de comprendre ce qui conditionnait le modèle des sociostyles, mais qu'on va retrouver dans les métiers, qu'on va retrouver dans... mince, comment on les appelle super à la mode. Développé par la NASA, un truc avec ProcessCom, les différents process, les différents profils de ProcessCom, etc., etc. Pour le coup, on a ce qui sous-tend ce qui a établi tous ces modèles. Donc, en comprenant ce qui a établi tous ces modèles, eh bien, on rentre dans le détail, on rentre dans la finesse d'application.
En fait, je ne suis pas en train de vous dire que tout ce que vous faites ne va pas. Au contraire, c'est génial. C'est tout le fruit de votre empirie, de votre expérience, de ce que vous avez acquis, etc. Par contre, en comprenant l'inéquation décisionnelle, vous comprendrez ce qu'il sous-tend. Ce qui va vous permettre de rentrer très finement dans le détail et de comprendre pourquoi certaines choses que vous faites dans un contexte fonctionnent et pas dans un autre. En fait, qu'est-ce qui se passe avec l'empirie? C'est que j'applique un modèle, par expérience, je fais comme ça, normalement ça marche comme ça, mais quand ça ne marche pas, je fais quoi? Pourquoi ça ne marche pas? Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas de moyen de savoir pourquoi. Je n'ai que de la B-testing pour essayer de trouver une autre façon de faire jusqu'à ce que je trouve enfin le moyen qui fait qu'enfin ça fonctionne. Mais ça ne va être que de la B-testing. Alors que là, pour le coup, vous regardez un contexte, vous avez l'habitude de l'appliquer comme ça, vous trouvez un point bloquant, vous regardez l'inéquation décisionnelle qui est derrière, quels sont finalement comment ça opère en fait dans le fond, et vous dire, ah mais oui, biais d'association. Biais d'association avec tel ou tel et tel contexte. Et donc, de fait, ça vient annihiler mon shoot de dopamine, ça vient stopper ou inhiber mon shoot d'ocytocine, et donc, de fait, ça n'engage pas la personne. Alors que si je modifie juste ça, le biais d'association n'opère plus, et le shoot d'ocytocine aura lieu, donc la personne va s'engager. Et c'est comme ça que ça marche. Donc, ça nous permet d'approfondir notre façon de faire. Oui, Olivier? Oui, Guillaume, pour rebondir juste à l'exemple d'avant, où tu dis l'état de tension addictif, en fait, par exemple, comme on avait vu par rapport à l'achat, que je ne sais plus qui vient de dire que sa sœur, en fait, en sortant du magasin, les chaussures ne lui plaisaient, enfin, elles ne lui plaisaient plus, quoi. Donc, tu parlais de l'état de tension addictif. C'était un acte de compensation. Mais du coup, après l'acte de compensation, on est souvent dans le regret. Donc, ça veut dire que tu regrets, mauvaise estime de soi, donc déficit en sérotonine. Donc, du coup, tu retombes dans tu es obligé de le compenser par autre chose, non? Exactement. Et qu'est-ce que tu fais? Tu recommences. Pourquoi? Parce que comme en fait, ton cerveau crée un acte de compensation du cortisol, donc il a défini une stratégie de compensation du cortisol, mais lorsque tu crées la compensation, ton cerveau regrette d'avoir compensé de cette manière-là, donc tu recrées les états de tension par frustration, donc tu reproduis du cortisol, donc tu as besoin de compenser, tu recommences ton acte d'achat, etc., etc. Et tu es pris dans une spirale. Et on retrouve très régulièrement des spirales de ce type-là. Pourquoi? Parce qu'une fois que, en fait, quand tu dépenses de l'argent, tu produis du cortisol. Mais tu étais pris dans un acte déjà de production de cortisol très fort, donc tu as fait un acte d'achat qui est le fait d'acheter, de posséder quelque chose de nouveau, devient un facteur dopaminergique. Mais une fois que tu as pris ton shoot de dopamine, tu as certes une paire de chaussures, mais elle va passer très vite, mais l'acte de dépense reste un facteur de cortisol. Et donc, ça va recreuser le cortisol. Et on est reparti. C'est pour ça qu'on se retrouve souvent avec des personnes qui sont dans des contextes de production de cortisol très forts, à se retrouver dans des situations de surendettement. Par exemple. Ça peut être un classique. OK ? Allez, j'avance un petit peu. Donc, la valeur, qu'est-ce que la valeur d'une chose? C'est ce que je vous disais, la valeur de toute chose dépend de sa potentialité de satisfaction addictive. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste pour que vous puissiez voir au niveau de l'inéquation décisionnelle. Du coup, on se retrouve ici avec le fonctionnement du système limbique. Si on rentre un peu plus dans le détail, on se retrouve avec la potentialité de satisfaction addictive d'un côté, la potentialité aversive de l'autre. Sachant qu'un contexte n'est jamais uniquement dopaminergique ou uniquement cortisol ou uniquement oxytocinergique. Tout contexte produit une majorité d'eux, on va dire une majorité par exemple dopaminergique, un peu d'ocytocine, un peu de sérotonine, éventuellement un peu d'endorphine et du cortisol. Dans tous les cas. Et donc, il va savoir vérifier dans le contexte, en fait c'est ce que vérifie le cerveau, qu'est-ce qui est le plus fort? Est-ce que la potentialité aversive est supérieure à la potentialité de satisfaction addictive? Si la potentialité aversive est supérieure à la potentialité addictive, alors je vais avoir des réflexes de combat ou de fuite. Je sors du contexte, je n'y vais pas, ou alors je détruis le contexte. Si la potentialité de satisfaction addictive est supérieure à la potentialité aversive, alors je vais avoir des comportements de recherche, d'achat, d'engagement pour aller chercher cette dose. Mais c'est bel et bien une inéquation. C'est pour ça que je parle d'une inéquation, c'est un jeu de déséquilibre. L'équation serait atroce parce que le cerveau serait incapable de trancher, totalement incapable. C'est la petite histoire que nous raconte l'âne de Buridan. Pour ceux qui, pour mémoire, l'âne de Buridan, c'est un âne qui avait aussi faim que soif, et pas de bol pour lui. Son maître est arrivé avec 2 seaux, un seau d'avoine, un seau d'eau, qu'il a posé à égale distance de son museau. Du coup, l'âne ne savait jamais s'il avait plus faim que soif, s'il devait d'abord boire ou d'abord manger. Comme c'était à égale distance, il n'a jamais pu trancher, il est mort de faim et de soif. Ça serait l'équation décisionnelle. L'équation, c'est la non-action par absolu. Quand on doute sur quelque chose,
C'est qu'on vacille. Et des fois, il suffit juste de rajouter un élément pour dire oh, allez, c'est bon, t'as raison, j'y vais. Voilà, et ça a fini de remporter soit l'aversion, soit l'addiction. Vous savez, quand vous dites non, pas ce soir, je ne vais pas sortir, non, non, c'est pas raisonnable. Ah, il y aura un tel aussi. Ah, puis il y aura ça. Ah ouais. Ouais, bah, pas trop tard. Ouais, ouais, t'as gagné. T'es foutu. T'es foutu parce que le contexte va t'amener à en produire encore plus et du coup, ça sera plus addictif de rester que d'aller se coucher. Et le lendemain, on se dit ah, pourquoi j'ai fait ça. Voilà, c'est comme ça que ça s'explique. Okay, donc, c'est bien pour ça qu'on parle d'une inéquation. En formation, on va beaucoup plus loin dans l'inéquation parce que bien évidemment, il y a plein de facteurs. Là, je n'ai pas trop parlé des facteurs contextuels, mais on a énormément de facteurs qui viennent influencer sur tout ça. Donc, on a… T'inquiète pas, Olivier, je t'enverrai les slides si tu veux, ça sera plus net. Donc, par rapport à la dose, qu'est-ce qui va donner la potentialité de satisfaction addictive ou aversive? D'abord, la dose. Donc, c'est dopamine plus oxytocine plus sérotonine plus endorphine. Les contextes, les grands majeurs, ils sont assez nombreux, mais les grands classiques qu'on retrouve tout le temps, c'est l'optimisation des ressources qui va être dopaminergique, les stratégies d'évitement qui seront dopaminergiques, d'évitement de cortisol, pardon, les créations de liens entre individus qui sont des facteurs oxytocinergiques et les facteurs de reconnaissance qui sont des facteurs sérotoninergiques. Dans les contextes traditionnels de production de cortisol, c'est tout ce qui correspond au risque d'intégrité physique, psychologique, tout ce qui est lié à la notion d'effort. Il ne faut pas juste l'entendre comme effort physique. En fait, effort, c'est toutes mes ressources à fournir sur ressources disponibles. Ça peut être de l'alimentation, ça peut être de l'énergie physique, ça peut être de l'argent, ça peut être du temps, ça peut être de l'attention. Voilà, c'est tout ce qui nous sert de ressources. Tout ce qui est lié au risque de perte de stratégie addictive, de satisfaction addictive actuelle, les gens n'ont jamais été aversifs au changement, c'est faux. On n'est pas aversif au changement. Si jamais on était aversif au changement, enfin, je vais vous donner un exemple concret pour que vous compreniez bien. Hein. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de quelqu'un qui est devant sa télé? Oh, mon Dieu, chérie, on a gagné l'euro million! On a gagné l'euro million! Attends, ça a changé notre vie, ça? Ah ouais, non. Ah non, j'aime pas le changement. Non, 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 écoute, laisse tomber. C'est pas grave. Ah, j'aime pas le changement. Oh, non de Dieu, quand je pense qu'on a failli changer. Non, personne. Personne n'a jamais eu cette réaction-là. C'est pas qu'on est aversif au changement. C'est que le changement, dans certains contextes, risque de nous faire perdre nos stratégies de satisfaction addictive actuelles. Et ça, on n'aime pas. C'est là-dedans qu'on est aversif au changement. Donc, quand on fait de la politique de transition, lorsqu'on fait de l'accompagnement au changement, ce n'est pas le changement, ce n'est pas la notion de changement qu'il faut travailler. C'est chez l'interlocuteur, qu'est-ce qui, dans ses stratégies de satisfaction actuelles, pourrait être modifié et comment est-ce que je viendrai la compenser? C'est ça qu'il faut réussir à venir toucher du doigt. Et c'est déjà pas mal. Et les incertitudes, bien évidemment, les facteurs d'incertitude sont des facteurs de production de cortisol énormes. Après, il y a des facteurs d'influence, je ne rentre pas trop dans les détails, sinon il me faudrait 26 heures, mais il y a les facteurs attentionnels, l'illusion de savoir, les biais d'association, les neurones miroirs, etc., qui viennent modifier en elles-mêmes la production de la dose. Et ensuite, il y a des démultiplicateurs, les facteurs de crédibilité, cohérence, probabilité, proximité. Les facteurs d'imminence du moment, le temps impact sur la production de la dose. Notamment avec l'adrénaline. Et ensuite, il y a des facteurs de division qui sont les facteurs d'habituation. Si jamais je vous propose ce soir, allez, vous venez tous à la maison et puis je sors le barbecue, homard pour tout le monde, vous allez faire ouais, super, homard, si vous aimez ça. Ouais, super, du homard, c'est génial, avec du champagne. Et puis je vous dis, allez, puis demain matin, vous venez aussi, homard, champagne. Le matin, ouais, c'est bien le matin aussi. Et puis demain midi aussi. Et puis demain soir aussi. Et puis après-demain aussi. Non, vous allez me dire, toi, homard, ras-le-bol. Bah ouais, c'est le facteur d'habituation. Pourquoi? Parce que si jamais un contexte ou une stratégie, je la répète en boucle, elle va perdre petit à petit de sa potentialité de satisfaction addictive ou perdre de son caractère aversif. Et donc, si c'est dans la perte de potentialité de satisfaction addictive, il m'en faudra un peu plus à chaque fois pour réussir à atteindre le même seuil. C'est pour ça qu'au départ, les fumeurs fument 2-3 cigarettes, et puis après, on peut passer à 10, et puis on peut passer à 15, et puis on peut passer à 20, jusqu'à ce qu'on arrive à un écœurement. C'est la potentialité de satisfaction addictive, donc c'est le facteur d'habituation. Donc là, voilà, je vous la pose juste pour que vous l'ayez en entier, mais bien évidemment, chaque facteur, enfin il me faut 26 heures pour poser tous les détails de ça, c'est la formation de praticien. Mais voilà, au moins vous l'avez sous les yeux et vous comprenez un petit peu la mécanique de fond. OK ? En gros, ce que je suis en train de vous expliquer depuis le début, en ayant conscience de ça, vous faites l'acquisition en fait d'un nouveau prisme
d'un nouveau regard sur ce qu'on fait déjà. Je ne suis pas en train de réinventer le commerce. Je ne suis pas en train de réinventer le management. Je ne suis pas en train de réinventer l'apprentissage. Je ne suis pas en train de réinventer tout ça. Je suis en train de vous expliquer ce qu'il sous-tend. C'est typiquement ce qu'on a fait avec le feu. Le feu, on sait comment on fait du feu depuis 450 000 ans. L'Homo erectus, il y a 450 000 ans, il a pris 2 silex, il a fini par comprendre qu'en frottant 2 silex, on fait du feu. Et pendant 450 000 ans quasiment, on n'avait qu'une connaissance empirique du feu. En fait, par expérience, on s'est aperçu que si j'y mettais la main, je me brûle. Par contre, si j'y mets de l'alimentation, ça cuit. Si je le mets à l'intérieur d'un habitat, ça chauffe. Et si je vais dehors, j'ai un atelier qui démarre bientôt. Et si je le mets dehors, ça fait, dans le noir, ça fait de la lumière. Et éventuellement, si j'y mettais des métaux légers, ça fond. Voilà. C'est une connaissance empirique du feu. C'est que du coup, avec le feu, j'ai appris à trouver des modèles, des choses que je peux faire avec, sans forcément comprendre ce que c'est que le feu. J'en ai une représentation, mais je ne comprends pas ce que c'est. Je ne comprends pas comment ça marche dans le détail. Mais par empirie, j'ai trouvé des moyens d'usage. Ce sont toutes nos approches empiriques qu'on a développées jusqu'à maintenant. Pour le feu, il faut attendre 1775, Lavoisier, qui est un chimiste français. Il n'a pas réinventé le feu. Il n'a pas dit au bonhomme « Ah, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc. » Non, non. Ce qu'il a découvert, c'est le principe de combustion. Il a été capable d'expliquer ce que c'est que le feu, qu'est-ce qui sous-tend le feu. Et en nous donnant le principe de combustion, il nous a donné les leviers d'utilisation du feu pour pouvoir adapter le feu au contexte et à l'objectif. Et donc, en ayant une compréhension profonde du feu, regardez tout ce qu'on a réussi à faire pendant 200 ans. Pour le meilleur ou pour le pire. J'ai exactement le même problème avec le modèle de BMO. C'est-à-dire que j'ai longtemps hésité avant de le transmettre et sous quelle forme j'allais le transmettre. Parce que maintenant que vous avez une compréhension, une fois que vous avez, donc déjà vous avez une vision sur la mécanique décisionnelle. Et si vous suivez la formation, vous aurez une compréhension et une maîtrise de ces leviers décisionnels. Vous pouvez l'utiliser pour le meilleur ou pour le pire. Donc pour moi, la question éthique était absolument essentielle. Si demain vous décidez de vous mettre une couette sur la tête, de vous faire appeler Skippy et de monter une secte, vous n'aurez aucun problème à le faire. Si vous voulez pousser quelqu'un à la dépression profonde, ce sera très simple. C'est pas le but. Je préférais éventuellement que vous en serviez pour mieux agir dans la relation à l'autre, dans l'échange, dans la création de valeur, dans le changement de comportement positif, etc., etc. En tout cas, ce qui est le seul cadre que moi je définis éthique, qui est le respect des autres et de soi-même. Donc, c'est pour ça que je fais que du live. C'est pour ça que tous les gens qui rentrent en formation, j'ai systématiquement échangé avec eux avant. C'est pour ça que j'ai refusé toutes les demandes de publication jusqu'à maintenant. J'ai 2 maisons d'édition qui me tannent tous les mois pour que je publie, je refuse. Il y a hors de question. Il y a hors de question que je laisse partir le modèle dans la nature et que n'importe qui en fasse n'importe quoi. Donc, le caractère éthique est essentiel. Encore une fois de plus, pourquoi? Parce qu'on n'est plus dans une quête empirique des choses, en A/B testing que ce que chacun peut faire, mais on est dans la compréhension profonde de ce qui sous-tend notre empirisme et finalement comment je peux agir de façon plus efficace dans ce que je connais déjà et du coup avoir aussi mes passerelles dans les transversalités et aller directement à l'essentiel dans les nouvelles acquisitions de pratiques. Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Oui, donc les ça par contre c'est les différents domaines d'application. Je vous passe les détails, vous avez compris la transversalité de l'approche avec on peut tout balayer, ce ne sont que des exemples d'optimisation comme conseiller d'agence, commerciaux commerciaux, optimisation de site internet, recherche de financement, aménagement d'espace de vente, etc. Ou dans l'engagement humain, tout ce qui est inboarding, onboarding, RH, engagement associatif, leadership, séduction, campagne électorale, décision stratégique. Voilà, tout ça, ce sont juste des exemples de comment est-ce qu'opère l'inéquation décisionnelle derrière tout ça et donc où sont les leviers d'action. Beaucoup parlé quand même, hein. Merci infiniment Guillaume, c'était vraiment super intéressant. Enfin, moi j'ai appris plein de choses. Ouais. Super, c'est le but. C'est le but, merci à toi, merci de ton retour. Ouais, moi aussi c'était vraiment super. Merci beaucoup. Ouais, pas de questions, merci beaucoup. On reste silencieux, il faut digérer un peu tout ça. Ouais, je suis désolé, je sais que c'est très dense, c'est tout mon challenge en 2 heures, mais je ne vois pas où je peux shorter en fait. J'ai besoin de chaque étape pour réussir à arriver jusqu'à la mécanique addictive. Et ça fait plusieurs fois que j'essaie de voir où je peux shorter, mais non, mais il n'y a pas. Après, on n'a qu'une envie, c'est d'en parler davantage. Donc, après, il faut te contacter peut-être pour faire la suite, quoi. Je vous laisserai mes coordonnées. Si vous voulez aller plus loin, bien évidemment, on est en logique de communauté de formation. Qu'on soit bien clair, ce n'est pas parce que vous avez suivi une formation de 26 heures sur le marathon que vous êtes marathonien. D'accord ? Vous aurez toutes les connaissances nécessaires au marathon. Ensuite, il faut passer de la connaissance à la compétence. Et donc, c'est pour ça que je parle souvent d'une communauté. BMO, c'est une communauté d'apprenants.
Il y a la formation initiale et ensuite vous avez toutes les semaines, si vous le souhaitez, en live, des ateliers pratiques animés par des maîtres praticiens à destination des praticiens pour être capable de passer de la connaissance à la compétence. On a des sessions de supervision mensuelles, on a, etc. On a voilà, toute une série de choses qui sont tout empaquetées, hein, c'est un tout en un. Une fois qu'on rentre dedans, tout est compris dedans. Justement, pour pas simplement faire une formation et puis bonne chance. Non, on pourrait vraiment être capable de pouvoir passer ensuite et de partager déjà entre nous les pratiques et la compréhension qu'on en a et vraiment passer de la connaissance à la compétence. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Guillaume, parce qu'en plus de ça, tu as réussi à le rendre, c'est pas évident, mais tu as réussi à le rendre vraiment interactif dans l'échange, avec des exemples qui parlent, je dirais, à tout le monde. Donc, c'est vraiment, voilà, je pense qu'on a pris notre dose de shoot pour cette Votre dose après-midi. bah, chouette alors. Bon, mais j'en suis Moi j'en aussi, suis Guillaume, ravi. je te remercie également, mais je pars avec 2 questions, mais on en Vas-y. reparlera. Ah bah écoute, avec La grand question, plaisir. en fait, si ça peut intéresser Vas-y. également les personnes, la question première est en fait, d'un côté, par rapport à ton ticket de loto qu'on a déchiré ensemble, je ne veux surtout rien changer. Et de l'autre côté, je suis dans un cas routinier où, vois-tu, habituation, c'est ça, ce terme Ouais, que tu... Voilà. facteur d'habituation. Voilà. Donc là, je suis. Il y a quelque chose qui me. Voilà. Mais les deux sont importants en fait. Mais on est d'accord. Mais ça me crée un souci, ça. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Je vous ai mis le slide avec toutes mes coordonnées. Ouais. N'hésite pas à me passer alors, envoie-moi plutôt un texto parce que sincèrement, vraiment en journée, je suis à flux tendu. Mais envoie-moi un texto, on se fixe une heure, on arrive à se trouver une demi-heure, une heure pour échanger ensemble avec grand plaisir. Pas de souci. Et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Je te remercie. Merci à vous tous. Vous avez mes Merci à coordonnées tous qui les sont participants. affichées. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Si voilà, vous avez ça entre vos mains, faites-en de belles choses. Et dans tous les cas, je reste joignable sur LinkedIn pour échanger des thématiques, des questions, n'importe quoi. J'adore l'échange, donc surtout, n'hésitez pas. Merci Guillaume. Un grand merci à vous Guillaume. tous. Merci, bye bye. Et une très bonne fin de Merci à journée. Merci. Merci à vous. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.